Je viens d'envoyer aussi le lien à Johan. Il donne le Alors, temps pour... bonjour à toutes et à tous. Ça va charger. Alors, bienvenue, nous démarrons. Je pense que cela enregistre, c'est parfait. Merci à vous tous d'être là. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel Connecté maintenant déjà? que nous Ah oui. organisons Ah. avec Uniformation. Donc ce webinaire donc qui est co-organisé donc avec Uniformation tous les ans, et on est ravis d'avoir à nos côtés encore cette année Formasup et également Cap Emploi Paris. Alors, au cours de ce webinaire, on va vous présenter plus concrètement les outils pour recruter un ou plusieurs alternants dans le secteur de la cohésion sociale. C'est un secteur qui dispose à la fois de multiples secteurs et aussi d'une très grosse diversité de métiers et d'activités. Je suis Martine Moderly, consultante relations entreprises pour le Centre APEC Gare de Lyon, et je suis heureuse, comme tous les ans, d'animer ce webinaire avec Jean-Christophe Boulanger d'Uniformation. Alors, quelques consignes avant de commencer. Le chat sert à poser vos questions, à partager voilà, des réactions, des informations, des expériences ou des pratiques. En tout cas, toutes vos questions seront les bienvenues. On fera tout notre possible pour y répondre avec Jean-Christophe, mais également avec Cap Emploi, avec Formasup d'ici la fin du webinaire. Si toutefois nous n'avions pas le temps, ce que nous n'espérons pas, on prendra le temps de vous répondre par mail d'ici quelques jours. Je vous invite également à couper vos caméras. Parce que le webinaire, comme je vous le disais, est enregistré. Et voilà, pour une question de droit à l'image, on préfère vous demander de couper vos caméras. Un support vous sera adressé à l'issue du webinaire. Ne quittez pas trop tôt la salle. Je vais le partager à l'issue du webinaire dans le chat. Alors, au programme, nous aurons le plaisir d'échanger donc avec Jean-Christophe Boulanger, qui est responsable du pôle développement de l'alternance chez Uniformation. Donc Jean-Christophe va nous présenter les dispositifs et les aides proposées par votre OPCO. Bienvenue Jean-Christophe, tu peux nous faire un petit coucou pour qu'on te voit bien. Bonjour à tout le monde. Bien. Pour ma part, je vous présenterai les différentes étapes importantes du recrutement d'un alternant. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir une présentation de Cap Emploi par Mégane Pérez, qui est chargée de mission alternance au Cap Emploi 75. Mégane, tu nous présenteras les dispositifs du recrutement d'un alternant en situation de handicap. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Merci Mégane. Ensuite, Valérie Cantalin-Ampin, directrice générale de Formasup Île-de-France, va nous parler du rôle des CFA dans l'accompagnement des entreprises qui recherchent et embauchent des alternants. Bienvenue Valérie et merci d'être là parmi nous. Merci Martine, bonjour à toutes et à tous. Et enfin, on aura Chloé Laurent. Bienvenue Chloé. Tu es responsable recrutement au sein d'Adoma, plus connu pour les plus anciens de nous sous le nom de Sonacotra. C'est la deuxième fois que tu participes à ce webinaire et je voulais t'interroger voilà, sur l'évolution de tes pratiques en recrutement d'alternants. Voilà, est-ce que tu vois que les choses bougent au sein de la société, puis nous donner voilà, des bons tips à partager pour que voilà, tout le monde puisse améliorer ses pratiques de recrutement d'un alternant. Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci beaucoup Chloé. Maintenant, on va pouvoir démarrer sans plus tarder. Je laisse la parole à Jean-Christophe Boulanger. Merci Martine.
Effectivement, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour aborder la question de l'alternance, revenir un peu sur ce qu'est l'alternance, pouvoir parler rapidement des dispositifs sans trop rentrer dans le détail, mais au moins que vous ayez une idée un petit peu des deux principaux dispositifs de recrutement en alternance, les éléments financiers et puis les outils et services qu'on peut proposer pour ce qui est de l'OPCO-uniformation. Mais aussi parce que l'alternance, c'est pas que un employeur, c'est pas qu'un OPCO, il y a aussi tout un tas d'autres parties prenantes partenaires et je suis ravi que tout le monde soit avec nous aujourd'hui. Pour commencer, puisqu'on va beaucoup parler de ça, l'alternance, pour être bien clair sur ce que c'est, un petit rappel, c'est voilà, l'articulation de deux temps finalement, un temps au sein d'un centre de formation et puis un temps au sein chez un employeur, avec l'objectif commun que ces deux temps permettent à la personne finalement d'acquérir in fine une certification professionnelle pour pouvoir attester finalement des compétences qu'elle a pu développer pendant ces deux temps. Et j'insiste vraiment sur ces deux temps qui sont en complément, qui viennent en complément l'un et l'autre, côté formation, on va dire théorique, et puis côté formation pratique chez l'employeur. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des deux dispositifs, en commençant par le contrat d'apprentissage, alors Martine l'a dit, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat à tout moment, et puis on aura un temps à la fin de chaque période pour pouvoir y répondre et revenir sur tous les sujets qui resteraient encore en questionnement suspens. pour vous, en suspens, tout à fait. Le contrat d'apprentissage, donc je le disais, l'alternance, finalement, on a deux dispositifs principaux quand on parle de recrutement en alternance. Le premier, c'est le contrat d'apprentissage. Ce contrat-là s'adresse à un objectif qui est de permettre à un jeune, plutôt effectivement jeune, puisque le public du contrat d'apprentissage qui peut entrer en contrat d'apprentissage est les publics de 16 à 29 ans avec des spécificités toutefois pour certains publics, puisque la possibilité de rentrer en contrat d'apprentissage sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap, mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure, les sportifs en reconversion et puis les créateurs d'entreprises. Mais au-delà de ces trois cas particuliers, l'apprentissage est plutôt réservé aux jeunes de 16 à 29 ans. Et donc, je le disais, l'objectif d'acquérir un diplôme ou un titre professionnel via la formation. Le contrat d'apprentissage s'appuie sur la réglementation classique d'un contrat de travail. Un alternant, c'est un salarié de l'entreprise, mais un contrat qui a finalement quelques particularités, ou en tout cas le contrat d'apprentissage qui est adapté pour tenir compte justement de cette alternance entre formation théorique et formation pratique. Le contrat d'apprentissage a cette particularité, et je sais que c'est important dans le secteur, c'est il peut être uniquement conclu à temps plein. Le temps partiel est possible dans certains cas particuliers, notamment pour les personnes en situation de handicap, mais au-delà de ça, le contrat d'apprentissage, c'est plutôt un temps plein qui peut être conclu pour une durée limitée ou bien en CDI. En CDI, ça signifie que la personne est sous le statut d'apprenti, on va dire, pendant la durée de la formation. Et puis après le passage de sa certification, la personne bascule finalement en CDI de droit commun dans l'entreprise. Mais il est possible, dès la conclusion du contrat, de le signer en CDI, en contrat à durée indéterminée. Rapidement aussi sur le contrat d'apprentissage, il est important d'avoir en tête qu'il y a une période d'essai sur ce contrat, comme tout contrat de travail aussi, il peut en tout cas y avoir une période d'essai de 45 jours en entreprise. 45 jours, on compte vraiment uniquement les jours de présence en entreprise de l'apprenti. On va venir déduire les périodes d'éventuelles absences, mais aussi les périodes au sein du centre de formation. Donc, ça permet vraiment de laisser un certain temps aussi pour les employeurs pour pouvoir aussi s'assurer qu'il y a une bonne concordance à la fois du profil recruté, mais aussi de la certification visée. Et puis pareil pour l'apprenti aussi. C'est vraiment un temps, la période d'essai, qui va permettre de vérifier que tout concorde bien et que toutes les parties sont OK pour continuer. Et puis, dernière chose à avoir en tête sur le contrat d'apprentissage, en tout cas pour ce point très rapide, c'est qu'il est possible aussi pour une personne en CDI au sein de la structure, si elle respecte les conditions d'âge, notamment 16 à 29 ans, il est possible de suspendre un CDI pour conclure un contrat d'apprentissage, pour permettre à la personne finalement de suivre une formation en alternance pour acquérir une certification professionnelle. Donc,
Contrat d'apprentissage plutôt réservé à un public jeune avec un objectif, obtenir une certification professionnelle à la fin. Il y a tout un tas d'éléments relatifs au contrat d'apprentissage où on pourra aller beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup de règles particulières selon les cas, mais vous avez des informations complémentaires dans le lien, puisque vous aurez le support à l'issue du webinaire, et on vous a mis un lien pour avoir plus d'informations. Il y a le même type de lien pour avoir plus d'informations aussi sur la suite de ce qu'on va aborder. Donc n'hésitez pas déjà à vous rendre sur ces éléments. Et puis, si vous avez des questions aussi sur la mise en œuvre, sur le calcul de la rémunération de l'apprenti, etc., je le redirai, mais les équipes d'Uniformation sont de toute façon à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre concrète. L'objectif ici, c'est bien de vous donner un premier regard, une première information sur l'alternance. Le contrat d'apprentissage. Et à côté de ce contrat d'apprentissage, on a aussi le contrat de professionnalisation, le deuxième contrat de recrutement en alternance. Globalement, son objectif, et en tout cas, il partage un objectif commun avec le contrat d'apprentissage, c'est bien là aussi que la personne obtienne une certification professionnelle. Mais le contrat de professionnalisation, intrinsèquement, est plutôt lié à un besoin rapide de recrutement et en tout cas un besoin de recrutement à long terme d'un employeur avec l'objectif de former la personne au début pour qu'elle ait la compétence et puis à la fin de la plupart du temps, en tout cas à Uniformation, de conserver la personne dans la structure. Ce n'est pas une obligation, mais on voit que ce contrat a été construit plutôt comme ça puisqu'il est ouvert à tous les publics sans limite d'âge à partir du moment où la personne est demandeur d'emploi, donc c'est-à-dire qu'elle recherche un emploi. Donc pas limité uniquement aux personnes jusqu'à 29 ans. Et puis, il est possible de conclure ce contrat sous tout type de forme, CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel. On s'adapte vraiment finalement aux besoins de l'employeur et on va viser dans ce contrat une certification professionnelle inscrite au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles, comme sur le contrat d'apprentissage. Mais en plus de ça, sur le contrat de professionnalisation, on peut viser aussi un certificat de qualification professionnelle ou une formation reconnue dans une classification d'une convention collective. Donc, une possibilité un petit peu plus large sur le type de certification éligible au contrat de professionnalisation et surtout une durée qui est souvent plus courte du contrat de professionnalisation puisqu'on est sur une durée de 6 mois à 1 an. Et cette durée maximum d'1 an peut parfois être prolongée à 2 ans, voire à 3 ans dans certains cas. Mais voilà, on voit bien qu'il y a un petit distinguo sur ces deux éléments-là. Mais quoi qu'il arrive, c'est un autre dispositif à la main des employeurs pour pouvoir former une personne à occuper un de leurs emplois. Et pour faire le distinguo entre les deux, ça va dépendre en fait de votre situation, de votre besoin, de la personne que vous avez déjà identifiée peut-être en recrutement. Et donc là encore, je vous renvoie vraiment à nos équipes sur le terrain qui peuvent vous accompagner dans le choix du contrat le plus adapté à votre situation. Mais si vous voulez en savoir plus, là aussi, vous pourrez avoir déjà des informations complémentaires sur notre site internet. Et puis on le dira tout à l'heure, mais évidemment, le CFA, l'opérateur pédagogique, l'organisme de formation, et aussi une ressource pour vous, employeur, pour pouvoir identifier finalement le contrat le plus adapté à la situation en fonction du profil recherché et en fonction de la certification visée et de votre besoin en recrutement, évidemment. Et puis, je termine par une dernière slide avant de répondre peut-être aux premières questions. On ne peut pas parler d'alternance sans parler du tutorat. C'est là aussi inhérent à un contrat en alternance. On a une obligation pour l'employeur de désigner un tuteur ou un maître d'apprentissage pour accompagner l'alternant au sein de l'entreprise. Tuteur, maître d'apprentissage, en fait, ça va dépendre du contrat. Vous l'aurez compris, pour un contrat d'apprentissage, on parle de maître d'apprentissage et puis pour un contrat de professionnalisation, de tuteur. Mais même s'il y a des petites particularités, l'objectif reste le même. Déjà, sa désignation est obligatoire sur les deux contrats. Et puis, il y a des conditions pour être tuteur, maître d'apprentissage. Il faut évidemment connaître le métier aussi sur lequel que prépare l'alternant, forcément. Et puis, pouvoir finalement que la personne soit volontaire, en tout cas pour exercer cette mission-là, c'est fondamental. Évidemment, on ne peut pas désigner un salarié de votre entreprise et l'obliger à être tuteur, maître d'apprentissage. S'il n'est pas volontaire, s'il ne souhaite pas faire la démarche, ça ne va pas fonctionner parce que ça demande du temps d'être tuteur, maître d'apprentissage. C'est un investissement aussi pour la personne qui est tuteur, maître d'apprentissage, surtout au début, évidemment, quand la personne arrive en entreprise. On a une personne qui ne connaît pas l'entreprise, qui ne connaît pas le métier. Et donc, forcément, il va progresser au fur et à mesure du contrat. Mais au début, il a besoin d'accompagnement. Et encore plus, j'ai envie de dire, si c'est un jeune dans le contrat d'apprentissage, on a des publics à partir de 16 ans. Parfois, c'est leur première expérience professionnelle. Donc, évidemment,
au-delà même des compétences métiers, il y a tout un tas d'autres éléments complémentaires où l'accompagnement du tuteur est fondamental. Et puis, le tutorat, un tutorat de qualité, en tout cas, quand ça se passe bien, c'est pour nous, en tout cas, une formation, ça nous semble être une première étape fondamentale pour une expérience de qualité qui soit utile à toutes les parties, tant pour l'employeur que pour l'alternant, que pour le tuteur ou le maître d'apprentissage. L'idée, c'est que tout le monde puisse en ressortir sur quelque chose d'intéressant in fine. Et donc, c'est très important et c'est une étape fondamentale quand vous souhaitez recruter en alternance. Il faut absolument penser à qui sera le tuteur. Est-ce que la personne a les compétences? Et en plus de ça, si possible, de former cette personne. C'est aussi important parce qu'être tuteur, maître d'apprentissage, ça demande des compétences particulières. Ce n'est pas un responsable, ce n'est pas un manager, ce n'est pas juste un collègue. C'est quelque chose, c'est une posture particulière. Et puis, il y a des outils pour pouvoir aussi bien accompagner la personne. Il est important de l'alerter sur comment être en lien aussi avec l'organisme de formation ou le CFA pour que les apprentissages soient cohérents. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais n'hésitez pas vraiment, en tout cas, à réfléchir à ça. En même temps, quand on veut recruter en alternance, il faut forcément penser au tutorat. Alors, je crois qu'on a des premières questions. Donc, on va essayer d'y répondre, tout de suite. Plein de questions déjà, très bien. Plein de questions, oui. Alors, cette question a été répondue par Valérie. Je vois, si le contrat d'apprentissage est conclu en CDI, la période d'apprentissage est obligatoirement au début du contrat. Sinon, on est dans le cas d'une suspension de CDI. Effectivement, je le disais tout à l'heure, il est possible de conclure un contrat d'apprentissage, soit de le conclure avec une personne sur un CDI, c'est-à-dire qu'effectivement, le contrat d'apprentissage va se passer au début, et puis ensuite, la personne bascule en CDI. Et puis l'autre possibilité, c'est si la personne est déjà en CDI, mais vous souhaitez la former, et dans ce cas-là, effectivement, on suspend le CDI, on fait le contrat d'apprentissage, et puis la personne retrouve son CDI à l'issue de la formation. Les deux sont possibles quand on parle de CDI et d'apprentissage. Alors, comment prouver qu'une personne est éligible à l'apprentissage parce qu'elle a fait la formation dans le cadre de la création d'une entreprise? Et dans ce cas, en fait, on va demander une attestation sur l'honneur à la personne, nous confirmant qu'effectivement, elle a le projet de création d'une entreprise et que c'est la raison pour laquelle elle fait son apprentissage. Pour certains métiers, par exemple, avoir un certain diplôme est obligatoire pour pouvoir créer son entreprise. Typiquement, ça fait partie de ces éléments-là, mais ce n'est pas limitatif. À partir du moment où la personne a souhaite créer son entreprise et que la formation peut l'aider, elle peut rentrer en apprentissage sans limite d'âge et on lui demandera une attestation sur l'honneur pour valider ce point. Est-ce que le fait d'être tuteur maître d'apprentissage engendre-t-il une rémunération supplémentaire de l'employé? Et ça sera la dernière question. Après, je vous propose d'avancer et puis on y reviendra après si on a le temps. Je voudrais pas mettre en retard la suite. Je sais que Martine est très vigilante sur le… Non, on est large, on est bien là. On est bien pour l'instant. Très bien. Donc, est-ce que le tuteur maître d'apprentissage le fait d'être tuteur, engendre une rémunération supplémentaire de l'employé? Alors, légalement, non, il n'y a pas d'obligation. Par contre, et à Uniformation, c'est le cas, des branches professionnelles peuvent imposer finalement une prime ou une rémunération complémentaire parce que la personne est tuteur ou maître d'apprentissage. C'est le cas dans plusieurs de nos branches, 3 branches de tête, il me semble. Donc, pareil, là, c'est des éléments où je vous conseille de vous rapprocher de nos équipes pour pouvoir voir avec eux si effectivement ça s'applique au cas, à votre cas de votre structure, et puis en fonction de la personne aussi qui sera recrutée, de la certification visée, il y a parfois des conditions qui peuvent être complémentaires. Mais pour certaines branches, effectivement, ça peut être prévu. Sinon, il n'y a pas d'obligation. Après, rien ne l'empêche, évidemment. C'est aussi une décision après qui peut être prise par l'employeur. Je vous propose de continuer. Je reviendrai sur les questions que je n'ai pas eu le temps de répondre éventuellement là. Et puis comme ça, on verra si on est toujours OK niveau timing. On a une deuxième partie, du coup, comme l'avait annoncé Martine, qui va porter sur plutôt les aspects financiers du recrutement en alternance. Dans la première partie, j'ai voulu vous présenter un petit peu la philosophie globale des 2 contrats, un petit peu les règles principales. Et puis, l'une des actions de l'OPCO, quand même, sur l'alternance, c'est le financement des contrats. Ce n'est pas que ça, c'est aussi le conseil en amont, l'accompagnement, c'est aussi l'enregistrement, l'instruction des contrats. Mais ensuite, c'est aussi, pour développer l'alternance, c'est aussi que l'OPCO va venir financer le coût de la formation. Alors, tout ou partie, on va le voir justement maintenant. Sur le contrat d'apprentissage, alors sur les 2 contrats, on a un système de financement qui est un petit peu différent.
Sur le contrat d'apprentissage, la prise en charge de l'OPCO va s'effectuer sur la base d'un niveau de prise en charge. C'est-à-dire, quand on reçoit, nous, une information, un contrat d'apprentissage, qu'on vérifie que tout est correct, on va accorder du coup un financement. Et pour ce faire, on va aller identifier le bon financement, puisque pour chaque branche professionnelle et pour chaque certification, on va avoir un financement qui va être différent, un niveau de prise en charge qui sera différent. Alors, qui est consultable, la base de tous les niveaux de prise en charge est consultable en ligne. J'y reviendrai tout à l'heure, on a un simulateur sur notre site internet qui peut vous donner l'information. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, l'OPCO, selon la certification visée, va appliquer un forfait annuel, en tout cas une prise en charge annuelle, c'est pas un forfait, pardon, une prise en charge annuelle pour chaque année de contrat. Par exemple, pour une certification, on peut avoir défini avec nos branches une prise en charge à 8 000 €, par exemple. Ça veut dire que pour chaque année de contrat, l'OPCO paiera 8 000 € et l'OPCO va le payer directement au CFA. Sur la base de facturation, il y a des échanges administratifs avec les CFA, etc., qui nous envoient des certificats de réalisation à certaines échéances, et puis l'OPCO ensuite paye le CFA directement. Et alors là, deux situations principales. Soit ce coût de 8 000 € finalement correspond au coût de la formation déterminé par le CFA, et dans ce cas-là, l'employeur n'a pas de reste à charge. En revanche, parfois, le coût de la formation peut être supérieur à 8 000 €. Il peut être de 10 000 €, par exemple. Dans ce cas-là, l'employeur aura un reste à charge, dans l'exemple de 2 000 €, et le CFA facturera directement l'employeur de ces 2 000 € et l'OPCO ne prendra pas en charge ce reliquat. Je le disais, cette prise en charge est par année de contrat, donc si le contrat fait 2 ans, évidemment, on fera 2 fois ça. Et tous ces éléments financiers, vous en avez connaissance, vous, employeur, au moment de la signature de contrat, puisque ces éléments apparaissent dans la convention de formation, qui va être signée entre vous et le CFA. Et donc, il y a un article dans cette convention qui précise le coût de la formation, la prise en charge par l'OPCO, et puis le reste à charge pour l'employeur éventuel. En complément de ça, l'OPCO peut prendre en charge des frais annexes, notamment supportés par le CFA, mais ça vous concerne assez peu en tant qu'employeur. Et ce niveau de prise en charge peut aussi être majoré dans le cas de situations de handicap. Mais on parle ici plus de majoration pour le coût de la formation qui va être payé au CFA pour accompagner aussi l'adaptation éventuelle ou les besoins du CFA en lien avec le handicap de la personne. Et on le verra tout à l'heure, il y a aussi des éléments qui sont prévus pour les employeurs, mais je laisserai Mégane détailler ces éléments-là plus précisément. En tout cas, sachez que voilà, il y a des adaptations possibles et surtout, vous avez des accompagnements qui sont possibles pour les personnes en situation de handicap, mais encore une fois, ça va être détaillé. Vous aurez dans ce lien, dans ce support, un lien vers tous les niveaux de prise en charge pour toutes les certifications. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a un outil sur notre site internet qui peut vous aider pour identifier précisément le coût de la formation, le reste à charge éventuel qui vous serait appliqué en fonction de votre situation. Toujours sur le contrat d'apprentissage, il est important d'avoir en tête qu'au-delà de la prise en charge de l'OPCO, pour le coût de la formation, vous avez aussi une aide qui est versée par l'État, une aide au recrutement d'apprentis, puisque maintenant cette aide ne s'applique plus qu'au contrat d'apprentissage. C'est une aide de 6 000 € pour la première année de contrat, qui est ouverte à tous les recrutements d'apprentis. En revanche, il y a une condition qui s'applique pour les entreprises de 250 salariés et plus. Dans ce cas-là, ces entreprises devront notamment s'engager à avoir 5 % d'alternants dans leurs effectifs ou 3 % avec une certaine progression. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, sachez qu'il y a des conditions qui existent et là aussi, on pourra vous donner les éléments plus détaillés sur cette aide-là, complémentaire à la prise en charge de l'OPCO. Et je le répète, maintenant, cette aide ne s'applique plus qu'au contrat d'apprentissage. Sur le contrat de professionnalisation, là, le fonctionnement est un petit peu différent puisque l'OPCO applique une prise en charge. Là, pour le coup, c'est un forfait par heure de formation. C'est-à-dire que pour toutes les heures de formation attestées, par exemple, sur un contrat de professionnalisation pour viser, je ne sais pas, disons un BTS, si on a 800 heures de formation, par exemple, pour une année, pour la deuxième année de BTS, si on a 800 heures de formation, l'OPCO appliquera 15 € fois 800 heures et versera ça à l'employeur, sous réserve évidemment que les heures de formation soient attestées. C'est-à-dire que l'employeur devra adresser à l'OPCO
un document qui est fourni souvent par l'organisme de formation, confirmant que la personne a bien suivi chaque heure de formation. L'employeur nous envoie ces éléments de manière trimestrielle, semestrielle, peu importe. Et ensuite, l'OPCO paye 15 € par heure. Et ça permet à l'employeur de payer le coût de la formation. Mais si le coût de la formation est un peu inférieur, il a aussi des éléments il lui reste une partie pour couvrir éventuellement des frais annexes ou de la rémunération. Voilà sur ce sujet. Et pour terminer, avant de passer aux questions, on a aussi des éléments complémentaires qui sont une aide au recrutement pour les personnes en situation de handicap. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ça sera surtout détaillé très prochainement par Megan. Et puis les alternants ne sont pas pris en compte dans les effectifs. Là aussi, l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif sur tous les éléments financiers. On a des outils qui vous permettent d'identifier précisément le coût, etc. Mais c'est que vous ayez une information un peu globale sur les éléments financiers aussi autour de l'alternance. Alors, je reprends, je vais commencer cette fois par la fin des questions. Un petit temps de questions-réponses, du coup. Oui, pardon. Valérie a commencé de répondre. Donc, voilà, C'est ça. commence par la fin, Par la fin, et exactement. remonte jusqu'à temps de trouver les réponses de Valérie. Parfait. Merci Valérie, du coup. L'aide de l'État est accordée à tout type d'organisme. L'aide de l'État est accordée à toutes les structures privées, finalement. En fait, c'est uniquement les structures publiques qui ne sont pas éligibles à l'aide. Voilà, pour répondre à la question. Et à qui s'adresser pour avoir l'aide? J'imagine l'aide de l'État des 6 000 €. J'imagine que c'est de ça dont on parle. En fait, à qui s'adresser, vous, en tant qu'employeur? Votre démarche, c'est de nous adresser à nous, OPCO, le contrat. Et puis ensuite, nous, OPCO, on adresse le contrat au service de l'État, au ministère du Travail, qui se rapproche, qui transmet en tout cas à l'agence de services et de paiement, donc c'est toujours une structure de l'État, qui se charge du versement de l'aide. Alors, pour les structures de moins de 250 salariés, le versement de l'aide se fera sans condition. C'est comme on l'a dit. Il faut que vous serez contacté toutefois pour ouvrir votre compte si vous n'avez pas de compte en lien avec l'agence de services et de paiement pour pouvoir avoir des informations, mais vous serez contacté sur l'adresse mail présente sur le CERFA. Donc, quand vous saisissez votre contrat d'apprentissage, faites bien attention à l'adresse mail que vous mettez. L'OPCO vous contactera sur cette adresse mail-là, et puis les services de l'État aussi pour l'aide. Et pour les 250 salariés et plus, je le disais tout à l'heure, il y a des conditions à remplir. Donc, il faudra que vous, en tant qu'employeur, vous vous engagiez à atteindre les objectifs qu'on vous fixe pour pouvoir avoir le versement de l'aide. Mais quoi qu'il arrive, c'est les services de l'État qui reviennent vers vous pour pouvoir permettre le versement de cette aide. Cette aide est versée uniquement la première année du contrat d'apprentissage. Ça répond à une des questions qui vient d'être posée. Effectivement, uniquement la première année. Ensuite, je confirme qu'il n'y a pas de forfait de prise en charge directement auprès des organismes de formation. Sur le contrat de professionnalisation, on verse le forfait à l'employeur, de manière générale. Après, il peut y avoir effectivement des cas particuliers où on paye directement, en tout cas, on paye une partie à l'organisme de formation, mais c'est assez rare et je vous invite à vous rapprocher de nos services pour voir si c'est possible, si c'est faisable ou pas, si ça peut être mis en place. Mais la règle, c'est plutôt de payer à l'employeur qui se charge ensuite de régler les coûts de formation à l'organisme de formation. Et les associations sont bien éligibles à l'aide de l'État des 6 000 € sans souci. Et quid des contrats qui verront le jour en 2025 pour cette aide? Je ne peux pas vous répondre à ce jour. Je peux juste vous indiquer que les textes, en tout cas, prévoient cette aide jusqu'à la fin de l'année. Après, on sait aussi que sur les dernières années, ça a été reconduit, mais il y a des changements. Je le disais, en 2024, en tout cas depuis le 1er mai, cette aide n'est plus ouverte au contrat pro alors qu'avant, elle l'était. Donc, voilà, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il en sera en 2025. Donc, je vous invite à recruter si vous avez des projets dès 2024. Je crois, je sais pas, Martine, si on est au niveau timing, si on va peut-être avancer. On est parfait. Très bien. Parfait. S'il te reste des slides, tu peux y aller. Si tu as encore des questions, tu peux y aller. Tu es parfait. J'ai encore quelques questions. Les slides, c'est bon pour moi à cette étape. Comment déclenche-t-on le versement? On en a parlé. Il y a une question aussi des délais de réponse pour la prise en charge ou non d'un contrat d'alternance qui sont souvent longs. N'y a-t-il pas moyen d'avoir des réponses plus rapidement? Et effectivement, au sein de l'OPCO Uniformation, on a eu des délais qui ont été rallongés l'année dernière sur la campagne de recrutement. Mais évidemment, cette année, on a fait en sorte que ça ne se reproduise pas. À ce jour, en tout cas, on est en moins de 20 jours pour répondre aux demandes.
Et évidemment, l'objectif, c'est que ça soit maintenu cet été. Et donc, voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a moyen? Il n'y a pas d'autres méthodes pour avoir une réponse, mais en tout cas, on s'engage cette année à vous répondre dans les 20 jours, et ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, effectivement. Voilà. Est-ce que j'en ai loupé? J'en ai sans doute loupé, j'espère. L'aide de 6 000 € est-elle accessible à un apprenti de plus de 30 ans en situation de handicap? Absolument. L'aide de 6 000 € est versée pour tout recrutement d'un contrat d'apprentissage, peu importe l'âge. À partir du moment où on peut conclure le contrat d'apprentissage, l'aide pourra être versée, si c'est bien une structure privée en tout cas. Je me permets juste de repasser rapidement. Hop. C'est un versement d'un coup ou un peu chaque mois, une question. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, pour l'aide, c'est un versement mensuel de l'aide de l'État. Pour le forfait horaire de prise en charge de l'OPCO sur le contrat de professionnalisation, c'est un versement en fonction des délais d'envoi de l'employeur des attestations de présence. Donc, si l'employeur nous envoie les attestations de présence tous les trimestres, par exemple, on paiera tous les trimestres. Si c'est tous les mois, c'est tous les mois. Si c'est tous les semestres, c'est tous les semestres. Y a-t-il une limite d'âge pour les alternants en situation de handicap? Il n'y a pas de limite d'âge pour ces publics-là. Et l'aide de 6 000 € est-elle versée même pour une alternance d'une durée de 1 an? Oui, je confirme, l'aide de 6 000 € est versée, quoi qu'il arrive, pour la première année. Et si le contrat fait moins d'1 an, par exemple, l'aide sera proratisée. S'il fait 10 mois, on aura une proratisation sur les 10 mois. Donc 6 000 €, mais uniquement sur 10 mois, donc un peu moins de 6 000 € du coup. Et si c'est 1 an tout pile, ça sera 6 000 € en effet. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive et puis je vais continuer à répondre aux questions directement dans la conversation et si besoin, on y reviendra à la fin du webinaire, mais comme ça laisse le temps à chaque intervenant de pouvoir aussi présenter ses points. Je te laisse la main du coup, Martine. Tu n'as jamais été aussi respectueux du temps, Jean-Christophe. Je te félicite. Bravo. Je suis fière de toi. Je m'améliore. Oui, c'est bien. Chaque année, tu deviens de plus en plus parfait. Alors, m'as-tu rendu la main pour pouvoir passer mes slides? Je reprends le contrôle. Eh bien, voilà, nous allons parler maintenant des étapes importantes pour recruter un alternant. Alors, juste un petit rappel de qui nous sommes à l'APEC. Donc, l'APEC, on est l'Association pour l'emploi des cadres. Nous avons 4 missions principales dans notre mandat de service public qui est collecter et diffuser des offres d'emploi des entreprises pour des candidats, des offres en CDD, CDI, alternance et également et stage. Nous sommes là pour sécuriser les parcours professionnels des cadres et des jeunes diplômés au moins de licence 3. Nous sommes là pour sécuriser les recrutements des entreprises. Quand on parle de sécurisation, c'est vraiment que la pérennité du contrat aille au-delà, voilà, aille au-delà, voilà, que le candidat puisse évoluer en collaborateur et évoluer au sein de la structure. C'est ça pour nous la sécurisation des recrutements. Nous sommes également observatoire de l'emploi cadre. Alors, on a un énorme service études à l'APEC qui donne des analyses sur les tendances du marché, des analyses sectorielles, mais également de métiers, qui va prendre la parole, qui va faire des études sur des enjeux sociétaux comme le handicap, les seniors, l'employabilité des seniors, mais aussi d'autres sujets comme les jeunes issus des quartiers politiques de la ville. Alors, venons-en à notre enjeu qui nous réunit tous aujourd'hui. Alors, première phase du recrutement, effectivement, ça va être définir votre projet en recrutement. Quand on recrute un alternant, en fait, il y a un petit peu à peu près les mêmes états que pour un recrutement classique. Il va falloir
déjà savoir ce que l'on cherche et puis les besoins tels qu'ils sont voilà, au sein de l'entreprise, valider les compétences et le niveau que vous visez par l'occupation du poste, interviewer effectivement les personnes au sein de l'équipe, définir précisément le poste également et surtout s'il est compatible avec le besoin de l'entreprise et le rythme proposé par la formation que va suivre le futur alternant au sein de votre structure. Identifier le maître d'apprentissage. Et je remercie vraiment Jean-Christophe qui a vraiment marqué de bien la sélection du maître d'apprentissage ou du tuteur est vraiment extrêmement importante. C'est de lui un petit peu va dépendre le déploiement des compétences, l'apprentissage, l'amélioration de l'alternance sur le terrain. Alors, tout à l'heure, Jean-Christophe a proposé plein de moyens pour trouver des apprentis, des tuteurs, pardon, et des maîtres d'apprentissage. On va faire un appel à candidature, voilà, tout simplement. Peut-être questionner au moment de l'entretien annuel ou de l'entretien professionnel les éventuels motivés ou les personnes voilà, qui seraient volontaires et motivées pour accompagner et faire progresser un jeune pendant voilà, sa période d'apprentissage. Choisir la formation et les organismes, déjà la formation qui est appropriée au métier et à votre besoin de compétences, parler avec différents organismes pour voir lequel peut vous proposer le contrat le plus adapté par rapport et le rythme également du cursus par rapport vous à votre organisation et à votre besoin d'entreprise. Alors évidemment, et d'ailleurs Valérie nous en parlera tout à l'heure, restez quand même vigilant, l'organisme de formation ne peut pas tout vous donner. Voilà, il faut aussi que vous soyez moteur dans votre démarche. Et puis au niveau de la rédaction de l'offre, n'hésitez pas à vous appuyer également sur l'APEC. Nous, on a un service dédié à la rédaction d'offres. Et puis également, Uniformation peut vous aider à identifier des partenaires de formation, des CFA, et puis surtout de vous aider à choisir le meilleur contrat par rapport à votre besoin. Alors, pourquoi allez-vous me demander, mais pourquoi rédiger une offre d'emploi pour recruter un profil en alternance? Parce qu'en fait, l'offre d'emploi, ça reste le meilleur moyen pour recruter, que ce soit des profils en CDD, en CDI et en alternance, ça va être le moyen le plus facile pour communiquer votre besoin. Déjà aussi, l'offre d'emploi, ça va vous permettre de réfléchir, de poser clairement le job que vous proposez, de redéfinir le profil. Est-ce que le profil que je recherche finalement, c'est pas quelqu'un qui est plutôt plus senior? On vous rappelle que l'alternance, c'est quelqu'un qui est en formation, donc qui ne maîtrise pas tout. Donc aussi, soyez vigilants à ne pas être avoir une liste trop longue de compétences ou de missions à confier à l'alternant. Je rappelle qu'il est aussi à l'école assez souvent. Donc voilà, ayez une liste avec une liste de missions et de profils attendus acceptables et réalistes et réels. Et puis surtout, l'offre d'emploi, ça va vous permettre de mettre en avant vos avantages vos atouts employeurs. Donc ça va être aussi un moment pour valoriser votre marque employeur auprès de ce public d'alternants. Alors effectivement, on vous a cité quelques job boards vous permettant de communiquer. On vous a refait un slide à la fin avec les job boards, voilà, les plus attractifs, avec aussi les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez communiquer partout à partir du moment où votre offre est visible le plus largement possible auprès de votre cible. Ne lésinez pas sur les moyens, publiez sur les réseaux sociaux, pensez à la cooptation. Peut-être que vous avez déjà des contacts en interne de jeunes collaborateurs qui ont des copains un petit peu plus jeunes dans la famille qui pourraient être intéressés par le poste en alternance que vous proposez.
Et puis sinon, pensez simplement déjà à des sites d'emploi qui sont proches de votre univers, vos branches. Voilà, on a proposé Emploi ESS, on a proposé Un jeune, une solution, il y a Engagement jeune également. Et puis aussi, tout à l'heure, je vous reparlerai de l'agence du service civique qui peut aussi être un bon endroit pour trouver des alternants après une mission de service civique. Et puis surtout, si vous recherchez un profil en Master 1 ou Master 2, ayez le réflexe APEC. Le contenu de l'offre d'emploi. Alors, pour ceux qui auraient éventuellement participé au webinaire de l'année dernière, j'ai gardé la même offre parce que je n'en ai pas trouvé de plus révélatrice sur le besoin de contenu d'une offre d'emploi. Déjà, l'offre est composée de 3 chapitres. La présentation de l'entreprise, votre activité, votre chiffre d'affaires, vos valeurs, votre histoire, mais surtout le projet que vous allez proposer à votre alternant. Et c'est vraiment ça, les raisons de vous joindre, qui va être le premier moteur de candidature de votre futur alternant. Le poste. Le référent, voilà, parce que c'est important aussi d'expliquer à qui l'alternant va reporter. Ça va lui permettre de le rassurer aussi avec qui il va travailler et dans quel contexte il va pouvoir évoluer. Les missions principales et les différentes tâches qui sont inhérentes aux principales missions voilà, proposées dans le poste et le profil recherché. Alors, quand on parle du profil recherché, on parle le diplôme initial versus le diplôme visé dans le cadre de l'alternance. Donc, si vous recherchez un Master 1, inutile de mettre diplômé de Master 2 dans votre offre d'emploi. Je le fais avec un air de boutade. Sachez qu'il y a une offre d'alternance sur 2 où on recherche un Master 1 avec un diplôme de Master 2. Là, clairement, vous allez perdre les candidats. Soit vous êtes pas, enfin, ça ne fait pas sérieux en tout cas de communiquer comme ça auprès des futurs alternants. Marquer les connaissances indispensables pour le poste. Elles peuvent être techniques. On peut déjà avoir engrangé des connaissances dans le cadre de stages passés ou peut-être de premières alternances. Hein. On peut avoir des cursus scolaires qui ont été uniquement réalisés via l'alternance. Et parler également des qualités humaines, ces fameuses soft skills dont tout le monde est friand actuellement, pour aussi voir les valeurs, les moteurs et l'engagement que pourra avoir l'alternant au sein de votre structure. Je me dépêche, c'est moi qui suis très en retard. L'entretien de recrutement, avant-dernière étape extrêmement important lorsque l'on recrute un alternant. Alors, l'entretien de recrutement peut être à plusieurs temporalités. Moi, ce que je vous invite quand même déjà à faire, c'est peut-être une première sélection téléphonique avant de rencontrer en face à face le candidat. Alors, la sélection téléphonique, ça va permettre de valider la disponibilité de l'alternant, de vérifier le cycle de formation qu'il vise par rapport, à votre propre besoin, de valider le rythme d'alternance et puis voilà, le rendez-vous en face à face, quant à lui, va permettre de vérifier d'autres enjeux du poste, notamment l'implication et la motivation, ses expériences passées, mais en fait, vraiment au moment de l'entretien réel, on va vraiment pouvoir évaluer son état d'esprit, son savoir-être, son aisance relationnelle, son dynamisme, sa curiosité, sa capacité aussi à s'intégrer au sein de l'équipe tout en apprenant, avec des périodes de présence, mais aussi d'absence. Et puis au-delà de ça, de voir qu'au-delà de la période d'alternance qu'il s'apprête à réaliser au sein de votre structure, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Quel est son projet professionnel? Voilà. Et puis vous, ça va vous donner aussi des premiers éléments. Si c'est vraiment en lien avec votre activité, ça va être peut-être pour vous le moyen qu'il passe de statut d'alternant à long terme à un futur collaborateur. On voit que l'alternance, ça peut être aussi une première marche pour recruter à plus long terme, pour fidéliser des collaborateurs. Je vous ai mis quelques
quelques souhaits en termes des attentes de la génération Z, voilà, donc un équilibre vie pro, vie perso, une plus grande liberté, un mode de management plus horizontal. On parle beaucoup de cette génération-là. Je pense qu'aussi, ils ont une grande soif et d'apprendre et de découvrir. Donc, voilà, partez aussi, vous, avec vos valeurs. Est-ce que vous allez être capable de leur apporter? Alors, une fois que tout est d'accord, vous avez trouvé le rythme, que vous êtes convaincu que la personne que vous avez rencontrée est le bon alternant, il faut maintenant réussir son arrivée. Et l'intégration, ça commence à partir du moment où chacun est d'accord pour travailler l'un avec l'autre. Donc, il faut continuer, même après l'entretien, même si tout le monde a dit oui, tous les contrats sont signés, de garder des premières relations avec lui pour valider qu'il ne va pas aller voir à la concurrence s'il trouve une meilleure entreprise que vous. On ne sait jamais, on n'en est pas à l'abri. Pour le jour J, prévoir il est bien attendu, qu'il a peut-être un ordinateur, en tout cas un bureau pour travailler, faire un tour de l'équipe, lui présenter les locaux, faire le tour des différents services pour le faire développer son réseau en interne de l'entreprise et lui expliquer déjà un petit peu comment tout le monde travaille. Et puis surtout, les premières semaines sont très très importantes parce que ça va lui permettre de pouvoir commencer à monter en compétences au sein de votre entreprise. En parallèle, il va suivre les cours au sein de son école. Donc, ça va être vraiment le moment pour bien ressentir est-ce qu'il réussit à l'école? Est-ce que les missions que je lui confie en entreprise ne sont pas trop lourdes par rapport à ses cours? Pensez vraiment à faire des bilans très régulièrement avec votre apprenti pour ne pas louper ces premiers moments de démarrage, pour que le château de cartes, voilà, pour éviter que le château de cartes se détruise et que ce soit un échec et pour vous et pour lui. Et voilà, d'où l'importance de bien installer le rôle, voilà, du tuteur, du maître d'apprentissage, d'accompagnement auprès de l'alternant pour vraiment l'aider dans la conduite de ses missions, lui dire, voilà, ton périmètre, ce sont ses missions, à garder cet équilibre entre parcours scolaire et mission en entreprise. Euh, Vraiment, ce rôle de tuteur est vraiment extrêmement important. Euh, il va l'accompagner tout au long de son apprentissage, être le lien avec l'école. Euh, donc, vous aussi, en tant qu'entreprise, en tant que peut-être RH, pensez à faire des points régulièrement avec le tuteur pour que chacun joue le meilleur rôle qui lui est attribué. Et puis, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, je vous rappelle qu'Uniformation propose des formations à la formation de tuteurs et de maîtres d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre référent Uniformation voilà, pour anticiper les besoins de votre rentrée. Eh bien, j'ai presque respecté mon timing. Jean-Christophe, est-ce que j'ai des questions? Oui, une question. Pouvons-nous prendre une personne en alternance si nous n'avons pas forcément de tuteur avec le même intitulé de poste? Alors, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, le tuteur a un enjeu de développement des connaissances euh, à la fois scolaire, mais aussi très technique. Pour moi, il est un peu cavalier de proposer ce type de tutorat, mais je te laisse répondre, Jean-Christophe, et peut-être Valérie également, qui a peut-être son mot à dire par rapport à ça. Peut-être, oui, peut-être juste pour préciser qu'au-delà de l'intitulé de poste, en fait, ça va aussi dépendre des compétences finalement de la personne, Du du tuteur. diplôme déjà acquis du Mm, tuteur, effectivement, mm, en fonction du diplôme visé par l'apprenti. Voilà, je ne sais mm, pas si la question portait vraiment sur est-ce qu'il faut exactement le même intitulé de poste ou pas. Évidemment, il faut que ça soit en rapport. Après,
qui est important surtout, c'est que la personne, le tuteur, le maître d'apprentissage, ait les compétences pour accompagner la personne. Donc, qu'elle ait pu suivre, qu'elle ait par exemple un diplôme équivalent Ou une en rapport. expérience Voilà, très c'est ça. massive dans l'accompagnement, dans la formation de l'alternant. Donc, Valérie, peut-être si Valérie, vous vouliez. oui, Oui, est-ce que vous voulez... j'ajouterais, hein, je partage ce que dit Jean-Christophe, j'ajouterais qu'il est possible d'avoir aussi une équipe tutorale. C'est autorisé par la loi maintenant, ça ne peut pas être uniquement qu'un seul tuteur. Donc le partage de compétences, il peut être fait également au sein d'une équipe tutorale. Ah, donc plusieurs personnes attitrées sur... Mais il faut tout de même avoir une personne ou ça peut être une équipe, vraiment plusieurs personnes qui se répartissent la charge de la formation ou Alors, sur le d'accompagnement. CERFA, hein, sur le contrat d'apprentissage, j'ai indiqué une seule personne, bien sûr. Ah, voilà, c'était ça Mais ma au sein question. de Voilà. l'entreprise, on peut identifier une équipe tutorale. Ok, parfait. Eh bien, merci Valérie pour le complément de réponse. Je laisse la parole maintenant à Mégane. Donc, Mégane, tu es de Cap Emploi, me semble-t-il. Tout à Tu fait. es Bonjour chargée de à mission toutes et alternance. tous. Je Tout te à laisse la fait. parole. C'est ça. Oui, rebonjour à toutes et tous. Donc, en effet, Mégane Pérez, Cap Emploi, référente alternance. Donc, je vais faire un petit focus sur la spécificité du recrutement d'un alternant bénéficiaire d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Donc, pour débuter, voilà, super. Merci Martine. Pour débuter, un petit rappel sur qui nous sommes. Donc, en effet, organisme de placement spécialisé, défini comme tel, en tout cas à l'issue de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. On intervient essentiellement sur deux axes. Un axe plutôt insertion auprès des demandeurs d'emploi et un axe maintien dans l'emploi, dans le cadre où l'évolution de santé intervient durant le contrat, enfin, qu'il y a une évolution ou l'apparition même complètement de la situation de handicap durant le contrat. Et donc, en effet, on intervient auprès d'un large public, donc demandeurs, salariés, agents, travailleurs indépendants également. Peu importe la typologie d'entreprise ou de structure dans laquelle vous êtes, privé, public, peu importe la taille également de votre structure. On intervient aussi donc auprès de ces mêmes structures de différentes manières. Ça peut être de la sensibilisation, mais ça peut être aussi un accompagnement à l'aménagement de poste s'il y en a, ou la mise en place de certaines prestations via la GFIP ou le FIP par exemple. J'en parlerai un petit peu après. Et puis bien sûr, la mise en relation des candidats que nous accompagnons vers vos structures. Faire le lien parfois entre vous. Et en partenariat, évidemment, avec l'ensemble des acteurs économiques du domaine de l'insertion. France Travail, évidemment, mais la GFIP et le FIP, bien sûr. Ensuite, un petit rappel donc, sur les typologies de handicap qui sont reconnues comme telles par la MDPH, avec un pourcentage voilà, de ce que chacune d'entre elles représente. C'est intéressant à mettre en exergue parce que voilà, c'est vrai qu'on a toujours l'image du handicap moteur, mais en fait, il y a toute une autre moitié, plus d'une autre moitié de handicap auquel vous pouvez être confronté aussi en employant un alternant. Et puis surtout, ce qui est important à savoir, c'est que plus de 80% des personnes en situation de handicap n'ont besoin d'aucun aménagement ou d'aucune adaptation, que ce soit des locaux ou du poste de travail, à la prise de poste. Et donc, bien évidemment, c'est toujours mieux de tendre vers une accessibilité maximale, mais quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas non plus un frein, une condition sine qua non à l'embauche d'une personne titulaire d'une RQTH. Donc, c'est toujours, ce rappel est toujours intéressant à faire. Attends, Mégane, on ne t'entend plus. J'ai fait une bêtise. Là, c'est bon? Ah, vas-y. Parfait, c'est parfait. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mégane. Pardon. Non, c'est moi. Donc, sur l'accompagnement Cap Emploi spécifique à l'alternance. Donc, on va intervenir dès l'idée, la définition du projet initial jusqu'à la fin du contrat d'alternance, en passant par plusieurs étapes. Donc, en effet, d'ores et déjà, il faudra définir le projet en fonction des limitations et des adaptations
possible de la personne, que ce soit vraiment... l'idée, c'est de sécuriser l'emploi et donc de faire en sorte qu'en termes de fatigabilité, d'autonomie, etc., ce soit possible à maintenir sur la durée et surtout sur l'après-alternance. On analyse évidemment toujours dans une logique de sécurisation de l'emploi la probabilité de trouver aussi un contrat plus long à l'issue de l'alternance, donc s'il y a des débouchés ou pas. Et puis ensuite, une fois donc que le projet est bien défini, qu'il y a un centre de formation ou une école de trouver, on va être aussi un levier pour trouver une entreprise pour nos candidats par différentes manières. Nous, on constitue un book qui comporte l'ensemble des CV anonymisés, évidemment, des candidats avec lesquels on travaille. Ce book, il est commun à 3 départements, 75, 92 et 93, parce que c'est lié au bassin d'emploi. Mais j'ai oublié de le dire au début, le Cap Emploi, c'est départementalisé. Donc, dans chacun de vos départements, il y aura un Cap Emploi qui fonctionne. Il y a forcément des petites différences vu que chacun est indépendant, mais vous pouvez quand même retenir ce que je suis en train de vous dire là, même si vous n'êtes pas en région parisienne, évidemment. Donc, un book qui comporte les CV des personnes qu'on accompagne de manière anonymisée, qu'on envoie à l'ensemble de nos partenaires qui ont accepté de le recevoir. Ensuite, vous nous répondez en nous disant si il y a des profils qui vous intéressent et qui correspondent aux offres que vous avez en ce moment. Nous, à ce moment-là, on fait le lien en désanonymisant les profils et en vous les envoyant. Ensuite, il y a un contact un petit peu plus direct avec certaines entreprises qui, au fil de l'eau, nous envoient les offres qu'elles ont. Et donc, nous, là, on fait le matching en direct avec les candidats qu'on accompagne. Et puis, il y a des événements qui sont organisés sur la période forte de l'alternance, on va dire d'avril à septembre à peu près. Ou alors on peut organiser, co-organiser ou participer à des événements qui sont organisés par la PEC, justement. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps. C'était une session de recrutement organisée avec une quinzaine d'entreprises qui étaient présentes, mais parfois aussi directement au sein des entreprises, organiser des sessions de recrutement auxquelles on convie et où on prépare nos candidats pour ces sessions de recrutement. Et une fois que le contrat est trouvé, l'accompagnement dure jusqu'à la fin du contrat pour alors mettre en place certaines prestations, certains aménagements, certaines aides quand il y en a besoin. Et quand il n'y a pas besoin, simplement rester alerte dans le cas d'une évolution, d'un aménagement qui émerge au cours du contrat. Enfin voilà, d'être un relais pour le candidat, mais aussi pour l'entreprise auprès des structures telles que la GFIP, par exemple. En ce qui concerne, on va passer maintenant aux aides. Donc, je ne vais pas, en effet, Jean-Christophe a très bien a parlé des aides, on va dire, de droit commun, des aides d'État. Donc, on les a remises, mais l'intérêt, c'est d'expliquer un petit peu plus les aides qui vont concerner la GFIP, pour le secteur privé. Donc, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et à noter, bien sûr, que toutes les aides que je vais évoquer, même si je ne vais pas répéter celles de droit commun qui ont été évoquées au début, sont cumulables. Donc, en ce qui concerne un contrat d'apprentissage dans le secteur privé, l'aide de la GFIP, elle peut monter jusqu'à 4 000 € dans le cas d'un CDI, 2 500 € dans le cas d'un CDD, donc une alternance de 2 ans, et 1 500 € dans le cas d'une alternance d'1 an. On l'a déjà dit également, mais à indiquer qu'il n'y a pas de limite d'âge dès lors qu'on est titulaire d'une RQTH. Et que si l'aide des 6 000 €, en effet, il y a certaines spécificités qui sont liées au nombre de salariés, au pourcentage d'alternants, à la date de signature du contrat, etc. C'est beaucoup moins le cas avec les aides de la GFIP. Il faut être titulaire d'une RQTH et ça concerne toutes les entreprises hors accord AGFIP. Pour rappel, les accords, c'est un accord signé donc, avec l'AGFIP pour une durée maximum de 3 ans qui comprend un plan d'embauche, un plan de maintien dans l'emploi, des actions de sensibilisation. Et donc, en effet, ça joue sur la contribution et donc ça exempte évidemment des aides AGFIP de 4 000, 2 500 ou 1 500 € en fonction de la durée du contrat. Donc ça, c'est pour un contrat d'apprentissage. Maintenant, pour un contrat de professionnalisation, donc l'aide de la GFIP, elle peut être de 5 000 € dans le cadre d'un CDI, 4 500 €
pour un contrat d'alternance de 2 ans et 2 500 € pour un contrat d'alternance d'un an, pardon. Là, on est sur les mêmes conditions, être titulaire d'une RQTH, toute entreprise sans accord avec la GFIP, et il faut, voilà, même si, tout comme l'aide de 6 000 €, ça peut se faire au prorata, si l'alternance dure moins de 12 mois, pardon. En revanche, il ne faut pas que ce soit moins de 6 mois. Voilà. Et l'aide, elle diffère, enfin, ils font un distinguo en fonction de si le candidat accompagné a plus de 26 ans ou plus de 45 ans. En fait, les montants vont être similaires. Ça va surtout se jouer sur les prestations à mettre en place en supplément et le cumul avec d'autres aides internes à la GFIP. Mais en tout cas, le montant reste le même, que ce soit plus de 26 ou plus de 45 à l'embauche. Et ensuite, donc contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, les aides. Et évidemment, ça va avoir une influence également sur la contribution que vous payez à la GFIP si vous êtes une entreprise de plus de 20 salariés. Donc sur la slide suivante, on a donné quelques petits exemples de diminution de la contribution. Voilà. Donc, si vous êtes un employeur, évidemment, de moins de 20 salariés, eh ben, il n'y a pas de contribution. Donc, vous n'êtes pas concerné. En revanche, ensuite, un barème s'applique. Et donc, on a, pour chaque barème, donné des exemples. Si l'alternant a moins de 50 ans et s'il a plus de 50 ans, puisque ça diffère, la diminution est si la personne a plus de 50 ans, la diminution de la contribution est évidemment plus importante. Donc ça concerne tout type de contrat, hein, mais dont l'alternance. Donc voilà, ça, vous pourrez en prendre connaissance. Il y a un simulateur également qui est possible directement sur le site de la GFIP. Et puis à savoir aussi qu'un employeur qui a un effectif supérieur ou égal à 20 salariés et qui est sans action depuis plus de 3 ans, alors plus de 3 ans, mais dans les faits, en fait, c'est 4 années civiles, hein, il y a évidemment une grosse diminution de la contribution. Donc, à partir d'un salarié, d'un alternant, 17 475 €. Ça s'explique parce que quand on reste plus de 3 ans sans action, donc 4 années civiles, pardon, sans action, on est fortement majoré sur la contribution. Donc évidemment, dès lors qu'on retourne dans un parcours d'accessibilité et d'inclusion, la diminution est beaucoup plus importante. Voilà, 17 475 €. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à contacter le Cap emploi de votre département. Nous, on est vraiment censé être un appui sur ces questions d'aide et de contribution. Et puis, comme je vous le disais, des simulations qui sont disponibles directement sur le site de la GFIP. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mégane. Je pense que tu as plein de questions pour toi dans le chat. Alors, Jean-Christophe, alors, soit Jean-Christophe te les dit et tu réponds ou tu les lis en direct. Ne pouvant pas alors, les ouvrir, je te laisse oui. y répondre. Est-ce que l'alternant doit passer une visite médicale à la médecine du travail avant la signature du contrat? Non, pas obligatoirement. Ça reste comme pour tout contrat, pardon, si je ne me trompe pas, dans les 3 mois de la prise de poste. En revanche, il y a des exceptions suivant le pourcentage qui est indiqué sur la reconnaissance de travailleurs handicapés. Parfois, ça implique une visite plutôt dans les 1 mois qui suit le début de la prise de poste. Mais en tout cas, dans le cadre réglementaire, non, on conserve les 3 mois après la prise de poste. Lorsque le lieu de stage sont éloignés, existe-t-il des aides pour financer l'hébergement et le déplacement de l'alternant? Alors, si on est bien dans le cadre d'une personne titulaire d'une RQTH, il existe une aide AGFIP au déplacement. Oui. Hébergement, non. Mais il y avait des aides au parcours qui auraient pu rentrer dans ce cadre, mais c'est vrai que ça a un petit peu changé récemment. Donc voilà. Mais il y a une aide au déplacement qui est possible. Alors par contre, c'est un calcul à faire, hein. Cette aide, elle est plafonnée à 4 000 € à l'année. Donc en effet, dans ce cadre précis, il y a de fortes chances qu'il y ait un reste à charge.
Après, je crois que sur la spécificité handicap, il n'y avait pas tant de questions. Une qui vient de Euh, tomber là. L'aide C'était- AGFIP est valable office public de l'État. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop détaillé. J'ai parlé de l'AGFIP et du FIP. Alors, l'AGFIP, c'est pour toute structure qui est du secteur privé. Et pour le secteur public, il y a le FIP. Il va falloir que Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Et donc, ce sera le FIP, si vous appartenez au secteur public, qui sera à contacter. Et donc, ça fonctionne de manière différente, c'est-à-dire que ce n'est pas des aides préétablies. En revanche, c'est des financements quand même qui sont organisés plutôt en direct avec les prestataires, aide humaine, aide matérielle, peu importe. Et eux prennent en charge directement en fait le devis réalisé par les prestataires, suivant certaines conditions évidemment. Mais en tout cas, spécifiquement lié à l'embauche, non, il n'y a pas les aides de la GFIP de 4 000, enfin 1 500, 2 500 ou 4 000 euros comme évoqué plus tôt. Sur le sujet des contrats de qualification pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, s'il ne concerne pas la tranche d'âge jusque 20... Là, désolé, sur le sujet des contrats de qualification pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, s'il ne concernait que la tranche d'âge des jeunes jusque 29 ans. Ça, c'est une question pour Jean-Christophe. Voilà. Alors, j'ai vu une question tomber sur les aides aussi. Est-ce que les associations ont le droit aux aides de l'AGFIP? Oui. Pourquoi pas? C'est une entreprise, certes associative, mais vous disposez des aides de l'AGFIP au même titre qu'une entreprise, que n'importe quelle autre entreprise. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions, Mégane, ou pas? Moi, en tout cas, j'en vois pas, mais je vais remonter le fil et j'y répondrai à l'écrit si j'en vois passer. Bien. J'en ai pas vu d'autres, il me semble. Bien, merci beaucoup pour votre participation. Je laisse la parole maintenant à Valérie Cantalampin. Bonjour Valérie, directrice générale de Formasup. Nous sommes ravis de vous avoir. Merci. Est-ce que je vous laisse la main ou je vous laisse pas la main, Valérie? Non, laissez-moi pas la main. Vous faites ça de manière parfaite, Martine. Merci. Je fais ce que je peux. Donc, si je vais passer vite, vous me dites. Alors, Allez, du coup, vous c'est à pouvez passer la première diapo. Allez, c'est à vous tout de suite maintenant. Je vous laisse vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites. Merci. Donc, Valérie Cantalampin, je dirige Formasup par Île-de-France, qui est un organisme de formation dédié plutôt à l'alternance. On existe depuis 25 ans. Notre ADN, c'est plutôt l'enseignement supérieur, donc l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. On travaille en partenariat avec toutes les universités de la région Île-de-France et des grandes écoles. Vous voyez les logos sur la diapo. On a donc 23 partenaires académiques et c'est ce qu'on appelle un CFA hors les murs, puisque nous concluons des partenariats, des conventions avec nos partenaires académiques pour proposer ces formations en apprentissage. Et sur ces 23 partenaires pédagogiques, nous proposons 300 formations de bac à bac plus 5 sur tous les domaines d'activité, notamment les domaines d'activité du périmètre de l'OPCO Uniformation. Et puis, puisqu'on a 228 contrats chez cette OPCO Uniformation, et 7000 contrats en tout cette année à Formasup par Île-de-France. Voilà, donc on est un CFA parmi d'autres qui existons depuis quand même un certain nombre de temps, donc on appelle ça un CFA historique. Notre gros détroupe en termes d'alternance, c'est vraiment les masters. Voilà, donc c'est plutôt notre ADN. Il n'y a pas de souci, Martine. Donc, juste pour passer juste un tout petit peu, parce que je pense qu'il doit y avoir une animation. Je pense que vous pouvez avancer. Non, après, Martine, juste avancer encore un petit peu. Voilà.
Donc, juste pour vous montrer que l'apprentissage, c'est une relation qui est quadripartite à Formasup Paris Île-de-France. Nous sommes au milieu, guichet unique et médiateur, et on a l'habitude de travailler avec 3 parties. Alors, on n'oublie pas les OPCO, hein, Jean-Christophe, bien sûr, mais en tout cas, sur le contrat d'apprentissage, il y a l'alternant qui est un salarié en formation, et c'est pour ça que vous posez un certain nombre de questions. C'est un salarié, ce n'est plus un étudiant. Qui suit une certification qui est nécessairement enregistrée au RNCP et qui alterne, comme son nom l'indique, entre le temps de formation et le temps chez l'employeur. Vous avez, vous, l'employeur, qui allez recruter ce jeune. Vous allez définir ses missions, organiser son environnement de travail. Martine en a parlé. Désigner un maître d'apprentissage qui l'accompagnera tout au long de son contrat et qui lui permettra de monter en compétences. Et puis, bien sûr, vous allez verser un salaire à ce jeune, une rémunération. Et enfin, il y a la formation qui va délivrer une certification. Et là, elle validera les missions que vous avez proposées pour ce jeune. Elle va bien sûr désigner un tuteur pédagogique, également pour suivre en binôme avec le maître d'apprentissage cette montée en compétence du jeune. Il s'agit d'un apprentissage, pas d'un stage. Et c'est là où on parle de montée en compétence d'un apprenti. Et puis, bien sûr, la formation va former l'alternant jusqu'à l'obtention de son diplôme. Donc voilà, nous, on se situe à Formasup Paris au milieu de ces 3 parties en ce qui concerne la formation d'un jeune, plutôt nous, dans le supérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement dans un CFA? On est ce qu'on appelle, nous, à Formasup, un guichet unique, vous l'avez compris, 300 formations. Ça permet à un employeur de pouvoir avoir le choix de choisir un certain nombre de diplômes, plutôt des diplômes d'État qu'on propose d'ailleurs à Formasup. Et on vous propose un certain nombre de services en lien, bien sûr, avec nos 14 missions légales qui vont de la gestion administrative et financière des contrats jusque de l'appui au placement, du développement des relations avec vous, entreprises, mais aussi vos fédérations, vos branches. Tout ça dans une démarche qualité, puisque nous sommes obligés d'être certifiés Calliope. Et puis, on a également une forte politique handicap et on travaille bien sûr avec Cap Emploi depuis des années sur ces sujets. On propose également un certain nombre d'aides pour nos alternants, nos services plus, puisqu'on propose des logements. Je voyais tout à l'heure une question, effectivement, où on parlait d'hébergement. Nous, à Formasup Paris, on a 2 résidences d'une centaine de logements proposés uniquement à nos jeunes. On a ouvert également, sur décision de notre conseil d'administration, un fonds social pour aider les jeunes en grande difficulté. Il y en a de plus en plus en précarité. Et puis, nous proposons ce qu'on appelle Apprentex, qui est une plateforme d'intégration et d'insertion professionnelle qui propose des modules à distance sur tout ce qui est, je dirais, soft skills et besoins correspondant aux entreprises qui ne soient pas redondants avec les formations que suivent les jeunes. Voilà. Donc ça peut être de la bureautique, ça peut être des langues étrangères, ça peut être de apprendre à mieux apprendre, ça peut être de l'entrepreneuriat, etc. Et c'est dans ce cadre-là d'Apprentex que nous avons conclu avec l'APEC, déjà depuis un certain nombre d'années, Martine, un vrai partenariat, notamment sur l'objectif premier emploi, puisqu'on propose des web ateliers, des webinaires et même des événements dédiés avec rencontres en présentiel bientôt, je crois, d'ici la fin du mois, dans vos locaux Gare de Lyon. Voilà, donc qu'est-ce qu'un CFA? C'est toutes ces fonctions, et nous, à Formasup Paris Île-de-France, plutôt une spécificité avec, je dirais, Apprentex, qui est le résultat d'un programme d'investissement d'avenir de l'époque. Alors, pourquoi finalement choisir un alternant? Peut-être vous vous posez la question de savoir quelle est la différence, quelle est la valeur ajoutée. Outre le fait que, bien sûr, ça participe à la montée à compétence d'un jeune et à empêcher une précarité, y compris dans les apprentis du supérieur, il y a plusieurs raisons, à la fois qui tiennent à l'insertion professionnelle de jeunes, mais aussi des raisons qui vous sont propres.
Je dirais, sur l'insertion professionnelle des jeunes, ça leur permet d'avoir un rythme adapté entre à la fois ce qu'ils apprennent en formation et à la fois ce que vous allez leur apprendre en entreprise. Ça permettra d'enrichir les enseignements par l'expérience, notamment. Ça va renforcer l'employabilité des jeunes en développant notamment leurs réseaux sociaux professionnels. Et puis, ils vont forcément suivre de la pédagogie par projet. En ce qui vous concerne, vous, employeurs, ça vous permettra de dialoguer avec le tuteur pédagogique qui va suivre le jeune tout au long de son contrat via des échanges formels ou des outils de liaison. Vous bénéficierez de l'expertise d'enseignants-chercheurs, en tout cas à Formation Supérieure Île-de-France, puisque ce sont plutôt des diplômes en lien avec la recherche que nous vous proposons. Vous pourrez également assurer le transfert de compétences, de savoir entre générations, et ça, c'est très important, notamment pour les TPE, PME, qui cherchent toujours à transmettre ce qu'elles connaissent et ce qu'elles ont pu développer en termes d'expertise. Et puis, vous pourrez diversifier les recrutements dans une démarche inclusive. On l'a vu tout à l'heure avec Cap Emploi, mais je vous le répète, Formasup est très engagé également dans cette politique. Enfin, vous pourrez faciliter avec l'apprentissage l'intégration des nouveaux collaborateurs qui seront formés à vos pratiques. C'est très important, je le rappelle, ce n'est pas un stagiaire, c'est un apprenti qui, tout au long de son contrat, va permettre de découvrir votre environnement, votre activité et ensuite pouvoir acquérir une expertise, non pas forcément équivalente à la vôtre, mais qui correspondra à la sienne avec son projet professionnel et qui s'inclura bien sûr dans vos valeurs. Donc je dirais que le onboarding, il est très important, Martine en a parlé, mais c'est très important, en tout cas, surtout pour ces jeunes de génération Z, qui ont besoin d'être, je dirais, rassurés, encadrés et de voir du sens quand ils arrivent dans une entreprise. Voilà. Merci Valérie. C'est bien de répéter les mêmes. Vraiment encore plus pour cette génération Z. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons à Formation Supérieure Île-de-France en 3 temps? Je dirais qu'avant le contrat, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous rencontrer, je dirais au mois de mars, février, mars, de plus en plus tôt, pour rencontrer nos équipes, savoir quelles formations on peut leur proposer, les nouvelles formations qu'on peut ouvrir. On en ouvre quasiment 30 tous les ans à Formation Supérieure Île-de-France. Quels sont les documents ressources qu'on peut mettre à votre disposition, et aussi quel est le pilotage financier que vous pouvez avoir, puisque sur 300 formations, on connaît bien les tarifs de nos formations et aussi le reste à charge dont a parlé Jean-Christophe tout à l'heure, ce que vous aurez à payer, ce qui d'ailleurs n'est pas demandé de manière systématique, mais avec la baisse des coûts contrats que vous avez certainement entendu parler via le référentiel de France Compétences, il est évident que vous aurez de plus en plus d'organismes de formation en alternance qui vont vous demander de payer un reste à charge. On vous mettra en relation avec nos référents de handicap et vous pourrez vous inscrire sur notre Career Center Format Jobs qui va proposer de vous mettre en relation avec des jeunes puisque vous aurez la possibilité, si vous vous inscrivez sur cette plateforme, de cibler 3 filières privilégiées pour le recrutement de vos alternants et d'avoir des contacts directs avec les jeunes ou avec les formations d'ailleurs qu'on vous propose. Vous avez des développeurs de l'alternance qui pourront vous aider dans cette recherche de contrat. Ça, c'est avant le contrat. Pendant le contrat, vous aurez toute une équipe qui sera mise à votre disposition pour le suivi de votre contrat avec le jeune. Vous avez un extranet qui vous permettra en temps réel de voir où vous en êtes avec ce contrat, ce jeune, avec les outils de suivi du jeune. C'est très important, en tout cas ici dans notre CFA. Le ministère de l'Enseignement supérieur a publié en octobre dernier une charte pour l'accompagnement responsable et de qualité des apprentis de l'alternance du supérieur. Et nous avons à cœur, à Formasup Paris, de l'appliquer, de mettre une pédagogie de l'alternance digne de son nom pour avoir une vraie qualité derrière au niveau des suivis du jeune. Donc c'est très important de pouvoir répondre à ce besoin-là via des outils et des échanges dédiés. Voilà, donc vous pourrez vous organiser avec les équipes pédagogiques pour faire des réunions et pouvoir parler de votre alternant.
Et ensuite, après le contrat, eh bien, vous pouvez être mis en relation via des enquêtes, des besoins, grâce à nos services, si vous cherchez des personnes post-diplômées. Voilà pour les employeurs ce que nous pouvons proposer. Pour les alternants, peut-être ce qui peut vous rassurer aussi, en tout cas nous, dans notre CFA, c'est qu'on ne vous donne pas n'importe quels alternants, on va les choisir à la fois sur des salons, sur les réseaux sociaux, sur des sites web, en tout cas, et qui sont forcément validés par les équipes pédagogiques, puisqu'il y a des modalités d'admission spécifiques par chaque équipe pédagogique d'université ou grandes écoles. Et il y a des calendriers d'admission. Donc, j'ai vu une question ou plusieurs questions tout à l'heure qui disaient est-ce que c'est possible encore de recruter des jeunes? Ça commence en avril-mai. Hein, donc là, vous avez plein de candidats déjà que vous pouvez capter. Ne vous y prenez pas trop tard. Parce que le marché est très concurrentiel et on a déjà beaucoup d'entreprises qui nous demandent des profils de jeunes, mais pas qu'à Formasup Paris-Île-de-France, hein, de tous mes collègues. Donc ça peut être jusqu'au mois d'avril jusqu'en novembre, voilà, où vous pouvez recruter des jeunes. Je le rappelle, mais Jean-Christophe l'a mis dans le chat, on peut conclure un contrat d'apprentissage 3 mois avant jusqu'à 3 mois après la date de début de formation. Et puis, juste Martine, je voulais terminer. Sur l'accompagnement, on fait des réunions d'information auprès des admissibles, donc ils ont bien conscience de leurs droits et leurs devoirs. Et je pense qu'un apprenti formé avant le onboarding, c'est toujours mieux parce qu'il faut absolument que chacun sache exactement à quoi s'attendre. Donc, on fait beaucoup de réunions d'information en amont. On fait des ateliers de technique et recherche d'emploi pour les jeunes qui souhaitent trouver un apprentissage qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et puis, on fait de l'appui au placement personnalisé pour des candidats qui en auraient besoin, avec des mises en situation réelles et des rendez-vous de suivi tous les 15 jours. Voilà. C'est important. Les apprentis qui sont issus de notre CFA, en tout cas, seront formés et, a priori, ont une certaine conscience de ce qui les attend. Et je finirai, Martine, par la dernière diapo, juste pour vous indiquer comment est enregistré un contrat d'apprentissage. En tout cas, dans nos CFA du supérieur, il faut que le jeune soit admis dans une formation en apprentissage. Une fois qu'il est admis, Formasup envoie la convention de formation et le CERFA à l'employeur. Généralement, c'est déjà pré-rempli sur notre extranet. Vous complétez ces 2 documents en évitant de modifier tout ce qui a été déjà mis parce que ça peut jouer forcément sur le montant financé. Et une fois que tout est prêt, vous pouvez transmettre tous ces documents remplis, signés, etc. À l'OPCO sur sa plateforme. Alors, on essaye d'avoir une dématérialisation, Jean-Christophe, entre les API des CFA et les API des OPCO pour avoir une connexion automatisée. Ça va arriver. En tout cas, la transmission, on l'espère, sera aboutie d'ici la fin de l'année. Et puis, une fois que ça a été transmis sur la plateforme de l'OPCO, si l'accord de financement est correct, vous, OPCO, Jean-Christophe, mais je parle sous votre contrôle, vous transférez à la DGEFP, ministère du Travail, pour enregistrement de ce contrat. Voilà la suite du contrat de manière formelle, administrative, une fois que vous avez décidé de recruter un jeune. Bien sûr, le CFA est à votre disposition à tous les moments. Nous ne fermons jamais, nous, à Formasup Paris. Nous tournons en termes d'équipe. Donc, on est ouvert tout l'été et on a le plus gros de nos contrats pendant l'été, 7000 contrats. Vous imaginez bien qu'on ne chôme pas sur les mois de juillet et août. Voilà, donc on est à votre disposition. Bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. En plus des événements que vous organisez avec l'APEC. Et on s'organise bien sûr à l'APEC, avec l'APEC, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Voilà, enfin, alors Formasup, vous êtes présent en région également? Alors, que vous représentez... pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs Formasup en France, mais nous sont des CFA totalement indépendants. On a le même nom parce qu'on est, je dirais, rassemblés dans le même réseau qui s'appelle l'ANASUP, l'Association nationale pour l'apprentissage dans le supérieur, dont je suis la vice-présidente. Mais les autres Formasup en province
fonctionne de la même manière que Formasup par Île-de-France et on se connaît tous bien. Donc, si vous avez un besoin en Provence, en Provence, mais en province Aussi, mais en c'est région. plus sympa la Provence. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter à Paris. On vous orientera vers, bien sûr, des collègues qui font le même travail que nous. C'est la seule question que j'ai vue, Valérie, pour vous. Ah ben, Donc parfait. voilà, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et je vois Oui, non, Jean-Christophe lever la main. tout à fait. J'en ai vu une autre passer. On me demandait on demandait, pardon, si les services proposés par Formasup sont payants. Pas Vous du avez tout, mentionné. c'est totalement gratuit pour les entreprises et notamment l'inscription sur le job, le Career Center format Jobs, c'est totalement gratuit. Parfait. Et puis une question à laquelle vous avez répondu en présentant les services. On demandait justement si vous mettiez en relation les employeurs et en tout cas s'il y avait un lien avec les CV, etc. des jeunes. Donc ça, vous en avez parlé. Et si on a besoin de votre aide pour recruter, quel est le processus? Un mail avec fiche de poste et descriptif de la mission. Ben voilà, de manière générale, voilà, si un de nos employeurs là veut rentrer en contact avec vous, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Il faut envoyer la fiche de poste avec la demande sur la boîte contact de notre association Formasup par Île-de-France. Et puis, on a des personnes qui se mettront en contact avec vous et on pourra saisir avec vous votre offre sur notre job board. Et puis l'idée, c'est peut-être d'identifier ensemble finalement quelle est la certification la plus adaptée au vu justement de cette offre de poste. De Oui, toute tout à façon. fait, tout à fait. Donc Alors après, on l'échange, a un site qui est bien fait avec les fiches de formation qui sont très détaillées. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour aller vérifier si les formations vous conviennent. Mais bien sûr, on est à votre disposition pour avoir un rendez-vous pour une discussion téléphonique avec nos développeurs de l'alternance. La question sur Grenoble, tu la poses, Jean-Christophe? bah, oui, bah, c'était si la région c'est Grenoble, c'est quel Formasup, quel est le contact, voilà. Quel Alors, Formasup, oui. c'est Formasup IDA, Isère, Drôme, Ardèche. Voilà, vous pouvez tout à fait trouver sur le net. Alors, j'ai pas les coordonnées exactes en tête, hein, mais c'est un Formasup IDA, IDA. Vous le trouverez sur Grenoble. J'ai une autre question, Valérie. Est-ce que l'ANASUP, est-ce que vous pouvez nous représenter brièvement l'ANASUP par rapport à Formasup? Oui, alors l'ANASUP, c'est une association nationale qui regroupe un certain nombre de CFA du supérieur depuis déjà presque une quinzaine d'années. On est à peu près 43 CFA, 80 000 alternants hein, qui sont gérés via cette association et on a à peu près le même fonctionnement tous. Ça peut être des CFA hors les murs comme Formasup par Île-de-France avec des conventions de partenariat conclues ou un CFA interne à une université. Voilà, on a plusieurs solutions. Merci beaucoup. C'est important que vous reprécisiez voilà, le Formasup par rapport à l'ANASUP et les aides que vous... Formasup est un adhérent. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, Valérie. Jean-Christophe, il n'y a plus d'autres questions? Juste une dernière, est-ce qu'il y a une solution qui est proposée au niveau de Formasup pour des personnes seniors qui reprennent leurs études pour passer un master? Alors, il n'y a pas forcément de solution. Effectivement, si c'est de l'alternance, il y a la condition d'âge qui est requise. Ça, c'est évident. Après, ça dépend de la situation de la personne, mais en tout cas, pour l'alternance, il y a des conditions d'âge qui sont obligatoires. Et puis, si c'est pour suivre une formation pas en alternance, dans ces cas-là, je vous invite à vous renseigner directement auprès de l'université ou de la grande école. Merci Parfait. Valérie. Merci Valérie. Je vous en prie. Jean-Christophe, je crois que c'est toi qui reprends la main. Parfait. Très bien, oui, donc rapidement, effectivement, revenir, en tout cas, présenter quelques outils, services à votre disposition sur l'alternance. J'en ai un petit peu parlé pendant la première, au début, en tout cas, de ce webinaire. Quelques outils qui s'affichent à l'écran. Je parlais tout à l'heure d'un simulateur du coût de recrutement pour pouvoir vous permettre d'identifier précisément le coût, mais aussi votre reste à charge sur le contrat d'apprentissage, sur le contrat de professionnalisation en fonction de votre situation, en fonction de votre branche, en fonction de la certification visée. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir aller précisément sur les éléments financiers. Mais également un outil qui vous permettra d'identifier l'offre de formation en alternance autour de chez vous.
via Alternance Connect. Vous aurez de toute façon le lien direct avec le support. Vous n'aurez qu'à cliquer, vous tomberez sur l'outil directement sur notre site internet. Un guide également à votre disposition sur l'alternance et sur le tutorat aussi pour accompagner l'employeur, mais aussi le tuteur, le maître d'apprentissage dans ses missions, au-delà de la formation, hein, mais c'est un élément complémentaire à une formation. Et justement, on propose aussi, c'est un autre outil, une formation en ligne pour les tuteurs, maîtres d'apprentissage. C'est une formation qu'on appelle Clé en main, qui est disponible sur notre site internet, une formation distancielle où vous inscrivez, où l'employeur en tout cas inscrit le tuteur, le maître d'apprentissage, et ensuite l'OPCO s'occupe des démarches administratives, l'inscription et le paiement de la formation. Je précise juste sur le sujet que l'OPCO prend aussi en charge des formations qui seraient faites par ailleurs pour former vos tuteurs, maîtres d'apprentissage. Les CFA, les organismes de formation proposent souvent ce type de formation, donc n'hésitez pas aussi à les mobiliser pour vos tuteurs, maîtres d'apprentissage, et l'OPCO pourra les prendre en charge sur la base de 15 € par heure de formation et 40 heures de formation maximum. Et puis des outils aussi de mise en relation, notamment un nouvel outil qui est une sorte de, là aussi une cartographie, mais pour le coup, cet outil permet aux employeurs de faire savoir qu'ils recrutent sur des métiers de manière générale, sans déposer des offres d'emploi, mais juste faire savoir qu'ils recrutent régulièrement sur des métiers. Et cet outil est mis à disposition sur notre site internet, notamment pour des jeunes ou des demandeurs d'emploi, pour leur permettre d'identifier les employeurs autour de chez eux et du coup potentiellement vous contacter si toutefois ils recherchent un emploi dans ce domaine. Et puis, au-delà des outils en ligne qui existent sur notre site internet, on a aussi évidemment, l'OPCO propose un accompagnement territorial. Je l'ai dit à plusieurs reprises, vous aurez les coordonnées d'accès à la fin du support pour pouvoir prendre contact, prendre attache avec votre délégation territoriale, puisque nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner à tout moment. Au début, sur un petit peu pourquoi l'alternance, revenir un peu sur est-ce que c'est possible dans votre secteur, quel contrat est le plus adapté, quelle certification viser autour de chez moi. Voilà, toutes ces questions-là, on peut vous accompagner dans tout ça. On peut vous accompagner à la rédaction du CERFA aussi, du contrat d'apprentissage, de professionnalisation, parce que parfois, il y a des questions qui se posent sur la rémunération, sur les dates qu'on peut appliquer, des questions très techniques, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis ensuite, on est aussi à votre disposition tout au long de la vie du contrat. S'il y a des difficultés, s'il y a des éléments comme ça, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et la qualité aussi d'un parcours en alternance, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça passe aussi par ça, par essayer d'anticiper au plus tôt les difficultés pour essayer de les résoudre. Parfois, ça peut potentiellement déboucher sur une rupture, mais aussi vous accompagner dans cette étape-là, au niveau de la rupture, si ça doit être le cas. Mais évidemment, l'objectif, c'est que tous ensemble, avec les opérateurs pédagogiques aussi, les CFA, on puisse éviter ces éléments-là. En tout cas, on vous accompagne à tout moment. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez des permanences téléphoniques aussi le vendredi matin qui sont à votre disposition sur le sujet de l'alternance. C'est ce qu'on appelle les vendredis de l'alternance. Là aussi, vous cliquerez dessus, vous pourrez vous inscrire à la prochaine. Et puis, l'OPCO se met en relation sur chaque territoire avec ses partenaires. Comme on le fait ici au niveau national avec l'APEC, avec les CFA, on essaie de faire la même chose sur tous les territoires, avec Cap Emploi aussi, évidemment. On essaie de faire la même chose sur les territoires pour vous faciliter aussi le recours à l'alternance de manière générale. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos délégations. Et puis, on a remis aussi quelques éléments. Martine, je crois que je te laisse reprendre la main sur ce point-là. Tout à fait. On pose une question sur les territoires. Est-ce que l'outre-mer est comprise? Évidemment, Évidemment. nous ne pourrions pas travailler sans les territoires ultramarins. Alors, j'ai pas vu Tout à si fait. c'était Réunion Guadeloupe qui posait la question, mais on vient chez vous quand vous voulez. Les sites spécialisés, tu viendras avec moi, Jean-Christophe. Oui, mais on a des délégations sinon directement sur place qui sont présentes, Martinique, enfin en tout cas dans les Antilles, en Guyane et à La Réunion. Voilà, pour répondre à la question. Donc oui, on est aussi présent dans ces territoires-là. Idem pour la PEC, j'imagine pour Cap Emploi aussi. Mégane, tu es encore là? Tout à fait, je suis encore là et je confirme. Bien, très bien. Oui, je te voyais bien, mais je voulais que tu me confirmes. Formasup, des présences Alors, dans les territoires? pas encore, Martine, mais à la NASUP, on travaille bien sûr, et on a des CFA qui sont dans les Antilles. Tout à fait. Et en Nouvelle-Calédonie aussi d'ailleurs. Ah,
Bon, On c'est va pas faire mes- notre séminaire bientôt là-bas. Non, c'est une blague. Mais Sinon, je vais tout de suite chez vous. Alors, quelques sites voilà, pour vous favoriser, aider vos recrutements de profils d'alternants. Alors, on a tout de suite pensé déjà à Emploi ESS, hein, qui est quand même, alors peut-être pas votre branche de référence, mais en tout cas, qui peut vous aider. Le site apec.fr, je vous le rappelle, pour les profils minimum licence 3, donc Master 1, Master 2 et plus, le Cap Emploi, les missions locales aussi, voilà, qui peuvent aussi vous fournir des profils d'alternants si vous les sollicitez, un site spécialisé, la bonne alternance, un jeune, une solution, qui est toujours un dispositif actif. Le site engagement jeune, le portail de l'alternance, Make Sense aussi, qui est un très gros site sur les métiers à sens, et le RESES, qui est un réseau spécialisé dans le secteur de l'ESS et les métiers et les secteurs à impact. En matière de partenariat, on a refait un petit peu la redite, mais bien sûr, il y a France Travail avec le Pôle emploi, les missions locales et le Cap emploi. Et là, on est vraiment sur l'ensemble du territoire français, que ce soit la métropole et les territoires ultramarins, et puis effectivement des acteurs plus spécialisés, les DRETS, les fédérations locales. Pensez à bien contacter vos branches, ils ont certainement de quoi se faire le relais de votre communication. Et puis pour les plus jeunes, vous pouvez aussi contacter l'agence du service civique parce que eux cherchent à reclasser des jeunes qui pourraient sortir de service civique. Nos quartiers ont du talent, sport dans la ville, les réseaux des écoles cibles aussi par rapport à ce que aux métiers, aux compétences que vous recherchez, la structure article 1, et puis les sites de branche. Je me répète, mais ce n'est pas grave. Je vous propose maintenant d'accueillir Chloé Laurent. Ah, mais c'est toujours toi qui as la main, Jean-Christophe. Je reprends le contrôle. Chloé, tu es là, tu nous entends? Oui, c'est bon, je suis là. Tu es bien là, c'est parfait. Chloé, tu es le témoin du jour. Donc, tout ce que Oui, tu vas dire va être pris au pied peut être de retenu la contre lettre. moi. Ouais. Je te remercie déjà d'avoir accepté une nouvelle fois d'être notre témoin. Tu as évolué depuis la dernière fois. Tu as grandi au sein de la belle structure Adoma. Donc, j'aimerais que tu te représentes, que tu représentes aussi Adoma. Quels sont, et puis après, je te poserai plein de questions. Ça marche. Alors, rebonjour à tous. Donc, Chloé Laurent, moi, je suis chef de service recrutement au sein d'Adoma. Donc, dans mon rôle et avec mon équipe, on se charge à la fois en direct de tous les recrutements cadres, mais également d'impulser la politique recrutement à l'échelle de l'entreprise. Donc, Adoma, en fait, on est un bailleur social. Donc, on travaille sur le secteur du logement, même très social, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des logements HLM type qu'on connaît tous. On est vraiment sur le niveau encore en dessous, si on peut dire ça comme ça, ou du moins la passerelle entre la rue et le logement social plus classique. Et donc, nous avons des résidences sociales, des foyers de travailleurs migrants, des centres d'hébergement, etc., etc. On représente à peu près 3000 collaborateurs sur toute la France. Et pas en Outre-mer, par contre. Ça, Pas en c'est outre-mer, mais le groupe CDC Habitat dont nous sommes une filiale qui a des sociétés en Outre-mer, mais nous n'y sommes pas représentés. Donc voilà un petit peu par rapport au secteur d'activité. Donc forcément, sur une entreprise de 3000 personnes, on est bien sûr amené à recruter en alternance. On a ouvert notre campagne cette année aux alentours de mars et on a en tout ouvert 156 postes, si ma mémoire est bonne. Voilà, alors on ne les a pas tous encore pourvus ou recrutés, mais c'est en cours. Et là, je crois qu'actuellement, dans nos effectifs, on a autour de 90 alternants. Voilà, pour donner un peu une échelle. sur tout niveau, sur tous les niveaux.
Sur tous les niveaux, effectivement. Donc, ça va de l'ouvrier de maintenance, hein, donc c'est plutôt des formations CAP, BEP, jusqu'à des Master 2. Et notamment ici au siège, hein, moi-même, d'ailleurs, j'ai recruté pour moi-même mon alternante, voilà, puisque celle que nous avions nous quitte là en septembre. Donc, on a effectivement souhaité renouveler l'expérience puisqu'elle était positive, en tout cas dans mon service. Mais voilà, donc effectivement, tout niveau et tout métier, hein, puisqu'on a de la maintenance, on a des travailleurs sociaux, on a des gestionnaires locatifs, on a après tous les métiers, les fonctions support, finance, RH, communication, informatique, enfin voilà. Donc c'est très, très varié, Donc, sans, effectivement. sans discrimination en termes de, de métier, vous recrutez en alternance tout, partout. Exactement. Et donc parfois des contrats qui durent sur plusieurs années, hein. Mm. Voilà, on peut recruter même des personnes sur des contrats jusqu'à 3 ans, hein, si c'est des personnes qui font des licences ou un bac plus 3, etc. On recrutait aussi alternance contrat pro. Bon, effectivement, ça a été mentionné aujourd'hui, les aides portent sur les contrats d'apprentissage. Donc, c'est vrai que nous-mêmes, on a essayé aussi d'orienter, quand c'est possible, plutôt sur des contrats d'apprentissage, même si on ne s'interdit pas aussi de prendre des contrats pro, parce que nous, là, en tout cas, la consigne qui a été donnée aux équipes, c'est de trouver la bonne personne et après de se préoccuper du contrat. Mais voilà, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur les tips et les choses voilà, à garder en tête quand on fait ce type de La recrutement. to-do list. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, voilà, pour toi, c'est quoi les clés d'une stratégie de recrutement en alternance réussie? Et puis surtout, voilà, comment être efficace, voilà, c'est enfin les moments un petit peu clés, comment être efficace dans une campagne, voilà, tu l'as Mm. expliqué, ça dure plusieurs mois, voilà, comment être vraiment efficace dans cette Oui, recherche d'alternants. alors effectivement, on avait listé plusieurs choses et on a essayé de les mettre de façon un peu chronologique, mais Mhm. il y a effectivement le recueil des besoins. Ça paraît un peu logique, mais effectivement, il faut déjà savoir de quoi on a besoin avant de se dire je veux un alternant, je veux recruter quelqu'un. C'est déjà, voilà, quel type de poste, quelles sont les missions qu'on va confier. Et vraiment partir de là avant de se dire oh, bah oui, ce serait bien d'avoir une petite main ou quelqu'un pour faire ci ou ça, et puis on verra bien au fur et à mesure ce qu'on va lui donner. Donc, il faut quand même cadrer le besoin, comme n'importe quel recrutement, hein, d'ailleurs, hein, faire une Mm. fiche de poste, une annonce, enfin, voilà, avoir quelque chose d'existant et pas recruter quelqu'un et se demander après ce qu'on va lui faire faire. Parce que je sais que parfois, ça peut être plutôt dans ce sens-là. Et en général, pour le jeune, c'est pas forcément le plus formateur. Dans la même veine, il y a aussi l'identification du tuteur. Parce que Oui. ça, c'est pareil. Parfois, on lance un poste, on recrute et c'est seulement après qu'on se dit bah, qui est volontaire, levez la main pour récupérer le jeune. Euh, non, c'est quand même une charge de travail, hein, surtout au début. Voilà. Alors oui, avoir un alternance, ça va certainement aider au bout d'un moment, quand la personne commencera à être un peu à l'aise, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage, qu'il y a de l'accompagnement à faire, que notre rôle, c'est aussi de rendre les jeunes employables, hein, à Oui. terme et de pouvoir sortir de chez nous. Et si nous, on n'est pas en mesure, en tout cas, de les recruter, qu'ils soient eux en mesure de trouver du boulot et donc d'avoir des missions intéressantes à faire valoir aussi auprès des futurs recruteurs. Donc, ça nécessite un bon accompagnement. Et donc, idéalement, il faut avoir des tuteurs qui soient volontaires et motivés. Parce que si les personnes le font en traînant des pieds, globalement, ce n'est pas forcément la meilleure recette pour que ça marche. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, bon là, on dit ça fin juin, mais donc ça fera peut-être une belle jambe aux gens qui nous regardent. Mais voilà, idéalement, c'est vrai que c'est bien de se lancer quand même assez tôt dans l'année. En avril-mai, c'est pas mal pour lancer sa campagne d'alternance. Pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes, on leur dit, hein, les écoles leur disent de chercher tôt. Et puis d'ailleurs, il y a des forums, des salons déjà en mars hein, qui commencent aussi sur ces thématiques-là. Donc c'est vrai que voilà, forcément, plus on attend, moins on a de jeunes sur le marché, puisqu'il y en a de plus en plus qui ont trouvé. Et donc forcément, mathématiquement, si on veut mettre toutes les chances de son côté, c'est bien de lancer tôt. Après, il y a un autre écueil, c'est que parfois, si on lance trop tôt, on prend le risque aussi d'avoir trouvé quelqu'un qui va continuer à chercher et qui va peut-être 2 mois plus tard nous dire en fait, je vous avais dit OK, mais j'ai changé, j'ai trouvé autre chose. Enfin, voilà. Donc, la question du timing est quand même importante et
ouais, être lancé au moins, en tout cas en mai, ça semble être voilà, la bonne période. Seulement si derrière, on a le moyen quand même d'avancer assez vite dans le processus de recrutement. Si vous êtes sur une structure où c'est plus lent, il faut peut-être s'y prendre un peu plus tôt, s'il y a vraiment moult validations à faire, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on s'était noté d'autre? Et puis après, oui, ne pas oublier que c'est un processus de recrutement classique, hein, donc c'est-à-dire Oui. qu'il faut vendre aussi le poste, vendre son entreprise. Les candidats, moi j'en vois, hein, ils sont très sollicités aussi. Les jeunes, voilà, surtout ceux qui sortent effectivement de bonnes écoles, ceux qui ont des profils attractifs parce qu'ils ont déjà de l'expérience, etc. Moi je le vois, hein, ils ont plusieurs pistes. D'ailleurs, la personne que moi j'ai sélectionnée, elle me disait, bah oui, mais moi j'ai déjà eu une proposition, ça fait une semaine, j'ai besoin que vous me fassiez un retour rapide, etc. Donc voilà, il faut garder en tête que c'est pas juste nous qui leur faisons une fleur, eux Non. aussi sont très demandés. Et donc, comme n'importe quel autre candidat qu'on pourrait avoir hein, sur des CDI, CDD, effectivement, il faut être vendeur, il faut donner envie, il faut valoriser les missions, valoriser le poste et avoir un peu en tête tous ces bons trucs et astuces de marque employeur. Mm. Voilà, recevoir le candidat à l'heure, être agréable, etc. Ça peut paraître du bon sens, mais c'est vrai que voilà, ça l'est pas toujours. Et puis effectivement, c'est un bon levier de recrutement, quoi qu'il en soit, l'alternance. Donc, avoir en tête que derrière, si on a des opportunités en CDD, en CDI, eh bien, ça peut être aussi l'occasion de se créer un vivier avec, et moi je le vois là, on a quelques personnes qui vont terminer en septembre et auxquelles on a prévu de proposer, alors pas forcément des CDI, mais au moins des CDD. Et donc c'est un vrai vivier de candidature et c'est aussi ça l'alternance. C'est que c'est aussi la chance dans un marché du recrutement qui n'est pas simple, hein, on a du mal à pourvoir des postes et surtout certains postes très techniques, etc. De se dire que finalement, on se crée aussi l'opportunité de recruter la personne en CDI derrière. Bon vivier. C'est quoi les moments clés pour toi? Les moments clés Alors, d'une étape de ouais. recrutement? Il y en a plusieurs, en tout cas, sur lesquels il faut être peut-être particulièrement vigilant. La première, c'est, bon, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais c'est le choix du tuteur. Voilà, il faut avoir quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'accompagner, de faire grandir son alternant, qui est volontaire et qui a aussi cette fibre peut-être un peu pédagogique, parce que mine de rien, voilà, surtout au début, l'investissement, il est quand même important. Donc, le manager, et ça vaut aussi de manière générale, c'est vraiment la personne clé pour la personne qu'on recrute. Et puis, on s'était noté aussi le moment du choix de la personne, hein. Justement, Ah bah, il ne faut pas oublier que, alors parfois c'est une durée d'1 an, mais il y a aussi des contrats qui peuvent durer 2 ans, 3 ans. Ça peut être très long si on choisit mal son alternant. Ça, on dirait qu'il y a j'ai du connu ça vécu. aussi. Oui, ouais, c'est ça. Moi, j'ai connu ça aussi. Ça peut être difficile. Voilà, donc ce n'est pas, je pense que parfois, on peut prendre un peu à la légère ces recrutements-là parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, c'est des jeunes, c'est des petits contrats, entre guillemets. Mais en réalité, non. C'est des contrats qui sont assez longs. Ça peut être formidable et être une vraie aide si ça se passe bien, mais à l'inverse, si ça se passe pas bien pour une raison ou pour une autre, ça peut être long. Surtout que pour mettre fin au contrat, c'est pas si simple que ça. Il y a une période d'essai. Certes, ça a été évoqué tout à l'heure, mais elle est relativement courte, hein, surtout quand la personne passe la moitié de son temps à l'école. Donc, ça passe vite, en fait, hein, les 45 jours. On ne se rend pas forcément compte dès le début que ça ne va pas bien se passer. Et puis, au début, il y a toujours une marge de progression. Donc, voilà. Il ne faut pas être moins vigilant sur ces recrutements-là que sur les recrutements en CDI qu'on peut faire, en tout cas. Voilà, ça, c'est vraiment, je pense, à rappeler aussi, ne pas prendre ça par-dessus la jambe. Et puis, se rappeler aussi, ça c'est plus pour le volet administratif, mais que les écoles ferment l'été. Donc, ça va aussi avec ce qu'on disait sur le timing tout à l'heure pour lancer, recruter les bonnes personnes avant qu'elles soient prises, etc. Mais c'est aussi parce que contractuellement, vous n'allez rien pouvoir faire globalement entre mi-juillet et mi-août, fin août. Et donc, c'est vrai que idéalement, pour partir en vacances l'esprit tranquille, c'est bien si vous arrivez à tout boucler avant mi-juillet. Parce qu'après, effectivement, il va falloir attendre septembre. Et
moi, personnellement, j'aime bien sécuriser les contrats. Et finalement, ça laisse aussi l'opportunité aux candidats de changer d'avis ou de... Voilà. Et ça, ce serait un peu embêtant. Quelles sont tes personnes ressources pour réussir ce type de recrutement? Alors, il y a le manager, mais ça, je pense qu'on voilà, on a été suffisamment clair, enfin le manager, en tout cas le tuteur. Et j'en parlais du coup, effectivement, il y a les liens avec les écoles, avec l'OPCO, donc là en l'occurrence une formation. Il faut se rappeler qu'en fait, quand on fait une embauche classique, en général, il y a deux parties. Il y a l'entreprise et il y a le candidat. Là, vous avez 4 parties prenantes. Donc, autant de possibilités de complexité aussi, parce que forcément, plus il y a d'interlocuteurs, plus ça peut être compliqué. Et donc, je reprends mes notes parce qu'elles ont sauté. Donc, effectivement, l'école, non seulement il y a effectivement la partie contractualisation du début, mais elle va aussi être votre interlocuteur pendant toute la durée de la scolarité de l'alternant. Et moi, je sais que pour l'avoir vécu, il demande régulièrement des points, il demande régulièrement qu'on évalue aussi. Alors, chaque école a ses outils, etc. Mais en tout cas, il y a des grilles d'évaluation. Enfin, voilà, il y a quand même un travail pédagogique aussi avec l'école tout au long du contrat. Et puis, bien sûr, l'OPCO qui finance aussi et donc qui, justement, dans la phase amont et administrative pour mettre en place le contrat, est aussi une partie prenante importante. Donc, c'est ça aussi qui fait que il faut s'y prendre à l'avance. Et il faut aussi avoir en tête que parfois, enfin, en tout cas chez nous, c'est arrivé, on peut avoir le candidat souhaite, voilà, super, on a validé quelqu'un. Et en fait, pour une raison justement administrative, ça n'ira pas au bout. Soit parce que, par exemple, la formation est trop chère et qu'en tout cas, l'OPCO ne prend pas tout en charge. Et donc, après, c'est une décision de l'entreprise de dire non, c'est trop cher, on ne prend pas en charge cette formation. Ça peut être aussi le statut de la personne, justement, qui a plus de 29 ans, qui du coup tombe sous le contrat pro. Enfin voilà, il y a quand même une rigueur à avoir dans la gestion administrative de ces dossiers-là. Et il est vrai que parfois, on ne peut pas aller au bout d'une embauche parce que justement, il va y avoir un bug ou en tout cas un grain de sable qui est pas lié au profil du candidat, mais qui est lié plus à voilà, son parcours, ou en tout cas quelque chose dans son dossier qui fait qu'on ne pourra pas aller au bout. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête et d'avoir en tête la gestion de la frustration que ça peut amener. Tu fais partie d'un grand groupe, Chloé. Ce n'est pas le cas de tous nos participants. Est-ce que tu pourrais nous donner allez, 4-5 tips, voilà, des trucs, astuces, des petits tuyaux, voilà, pour ne pas se louper? Oui, tout à fait. Alors, on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vendre aussi le poste, etc., aux personnes, aux candidats, au sens large d'ailleurs, alternants ou pas alternants. Donc, il ne faut pas hésiter à être un petit peu vendeur, entre guillemets. Ça peut paraître un gros mot, mais bon, voilà. Aujourd'hui, dans le recrutement, il faut faire un peu de marketing RH. Et donc, ça passe aussi par... moi, je le vois, les candidats sont quand même très sensibles quand on leur parle de l'ambiance, de la culture d'entreprise, quand on leur explique comment est composée l'équipe, ce qu'on attend de voir quand on leur fait visiter les bureaux. Donc voilà, il faut vraiment avoir ce souci-là de montrer un côté humain, de montrer un côté plus sympathique, hormis le côté parfois un peu froid, un peu institutionnel. Et c'est vrai qu'en plus, il y a peut-être un sujet de génération, mais je pense que en tout cas, la génération qui arrive sur le marché du travail est particulièrement sensible en plus à tous ces sujets voilà, de qualité de vie au travail, d'équilibre vie privée, vie pro. On peut s'offusquer de certaines questions, mais de toute façon, plus ils vont être nombreux à les poser, plus à un moment donné, il va falloir qu'on y réponde aussi sur les horaires, sur
Qu'est-ce que vous faites pour la diversité? Moi, ça m'est arrivé d'avoir ce genre de questions. Qu'est-ce que, voilà, votre accord QVT, à quoi il ressemble? Et aujourd'hui, c'est une génération qui ne se prive pas de poser ce genre de questions. Donc, voilà, faut avoir ça aussi en tête. Nous, ce qu'on a fait et qui nous aide beaucoup, c'est effectivement de développer tout ce qui est relations école, faire des salons, participer à des job dating avec certaines écoles qu'on a ciblées comme étant intéressantes pour nous par rapport à nos besoins. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi c'est un bon moyen de recruter parce que finalement, ça permet de voir ces jeunes rapidement, 5-10 minutes d'échange avec eux, de faire un pré-tri. Donc ça peut permettre aussi de gagner du temps, de participer à ce genre d'événements, surtout s'ils sont ciblés sur un secteur d'activité qui nous intéresse. On a parlé, donc je le redis quand même rapidement, mais la gestion du délai. Effectivement, entre le moment où on va ouvrir un poste et le moment où on va finaliser tout signer, les conventions, etc. avec l'école, le délai peut être quand même assez long. Le délai de recrutement lui-même, et puis après, effectivement, ce délai administratif. Et encore plus si on tombe après dans la période de fermeture voilà, des établissements et des écoles. Et puis ensuite, effectivement, justement, et ça c'est en lien aussi avec ce délai, c'est important de suivre le candidat avant qu'il arrive. Mettons, je vais prendre mon cas personnel, là je vais recruter mon alternante, on va arriver sur fin juin, elle n'arrivera qu'en septembre. Donc moi, le but, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir le lien avec elle jusqu'à ce qu'elle arrive par un petit coup de fil une fois de temps en temps. Je pense que cet été, je lui proposerai un déjeuner avec l'équipe pour qu'elle puisse rencontrer déjà un petit peu l'équipe et se projeter en fait dans voilà, avec qui je vais travailler. Quand il y a un long délai entre le moment où on a validé et le moment où la personne arrive, si évidemment la personne arrive une semaine après, c'est pas utile de faire ça. Mais quand le délai est long, ça vaut pour n'importe quel recrutement d'ailleurs, c'est bien de garder le lien avec la personne sans la harceler non plus et la faire bosser avant l'heure. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement passer un petit coup de fil une fois par mois, proposer une invitation à un déjeuner d'équipe, ça peut permettre à la personne de se sentir déjà un peu intégrée, déjà investie dans la vie de l'équipe. Et je pense que ça ne fait que faciliter effectivement l'arrivée le jour J. Donc c'est vrai que ça peut être voilà, une petite idée à se garder si jamais on va très très vite dans ces recrutements d'alternants et qui sont déjà validés pour la rentrée. Eh bien, merci beaucoup, Chloé, pour ton témoignage. Merci pour ce partage d'expérience. Avec plaisir. Être présent sans être pressant. Oui, voilà. Parfait. Voilà, on va garder ça. J'aurais pas dit mieux dit. Merci à tous pour votre participation. Merci à nos partenaires. Merci à Mégane Pérez de Cap Emploi. Merci à Valérie Cantal-Lampin de Formasup Paris. Merci à Chloé Laurent d'Adoma pour ta disponibilité, d'avoir encore accepté de partager tes pratiques d'entreprise, ce qui n'est pas toujours évident. On a du mal aussi à trouver des entreprises qui acceptent de partager leurs déconvenus par moment. Je ne peux pas vous quitter sans dire merci à Jean-Christophe qui me supporte à chaque fois pour préparer le webinaire, vous ne savez pas tout ce qu'il endure. Comme je vous l'indiquais en préambule, le support vous sera adressé. Alors, dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir une confirmation de participation à un webinaire dans une semaine, dans 15 jours. Tout est sous contrôle. C'est juste que nous, on a des petits soucis administratifs. Donc, ne vous inquiétez pas. Si toutefois, vous êtes connecté avec un pseudo, je vais arrêter la captation et vous pourrez m'envoyer votre adresse mail pour la bonne réception du support. On reste tous à votre disposition pour toutes vos questions. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bel été à tous. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, Martine, et merci beaucoup à tous.